Bonsoir tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Créativité 101. Cette semaine, première fois qu'on fait ça en face finalement, puis on a eu le plaisir de recevoir l'humoriste Simon Gouache. C'était quelqu'un de super sympathique, très très intéressant, qui est vraiment rentré vraiment en détail sur la créativité en humour et comment lui voyait les affaires, comment il décrivait ses techniques, tout ça. Il nous a un peu parlé de son expérience et à la fin, il a fini en donnant des belles recommandations sur comment, du monde comme Léo puis moi qui commençons, on peut éviter les pièges puis devenir bon. C'était super intéressant. Ouais, vraiment. Fait que là-dessus, je vous invite encore une fois à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux. Créativité 101, on a une page Facebook, on est sur YouTube, on est sur Spotify, on est pas mal partout en fait. Fait qu'allez vous abonner sur nos chaînes, ça nous donne un coup de main. Vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez dropper un like aussi, ça fait toujours son bout de chemin. Allez nous suivre sur nos pages personnelles aussi. Allez suivre Simon Gouache. Allez voir son site web pour ses shows. Là, on rentre en zone rouge, donc ça va être plus compliqué. Mais bref, allez suivre tout le monde qui est ici. Aussi, je veux qu'on dise je veux dire un très 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 gros merci à ceux qui accueillent notre podcast d'aujourd'hui. On est en ce moment chez des amis humoristes qui s'appellent PA et Fania. PA a une soirée qui s'appelle PA et ses palpitants qui va redébuter très bientôt sur Facebook. Donc avant que je le renvoie pour avoir crié, je vais lui dire merci. Puis ce mur de briques est grâce à lui parce que j'ai pas les moyens. Donc voilà, bon show guys. Bon show. Cool. Alright. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Créativité 101. Premier podcast qu'on tourne en personne avec un invité. On est super content de recevoir un humoriste que j'aime beaucoup, Simon Gouache. Comment ça va? Salut, ça va? Oui, super. Écoute, nous, on aime tout le temps commencer avec la même question. Selon toi, c'est quoi? Comment tu décrirais aussi large ou aussi précis que ça peut être ton style d'humour? Ah, boy. C'est drôle, hein? Je me suis fait poser cette question-là à peu près 2000 fois, puis je sais toujours pas quoi répondre. C'est vrai? C'est dur à... Tu sais, comment moi je vois mon style, c'est pas nécessairement comment les gens voient mon style, tu sais. Mm-hmm. Moi, personnellement, tout ce que je peux dire sur mon style, c'est que je le travaille à chaque fois que je monte sur scène. J'essaie de m'améliorer à chaque fois. J'essaie de le développer. Tu sais, je pense qu'il y a des facettes de mon style que j'ai maîtrisées quand même assez bien, puis d'autres que j'ai encore de la misère, que je travaille encore. Ouais. Je pense que je fais un style assez épuré, où je me concentre vraiment le plus possible sur les idées, sur ce que m'assurer que... Tu sais, exemple, moi, quand je rode, comme en ce moment, je suis en train de roder du nouveau matériel, là, je fais un spectacle en attendant que ma tournée recommence, parce que je sais pas quand est-ce qu'elle va recommencer, puis d'ici là, je veux pas juste me tourner pas chez nous. OK. Fait que je fais du rodage, c'est du tout nouveau matériel devant des gens, évidemment, c'est des salles avec de la distanciation, tout ça. Ouais. Puis moi, quand je rode, puis j'ai fait la même chose pour roder mon deuxième spectacle, je te dirais les 20 premières fois que je fais un spectacle, je le fais assis tout le long. C'est assis tout le long, tout le long. C'est vrai? Parce que pour moi, c'est important que le texte soit drôle. Si ça marche quand je suis assis tout le long, je sais que quand je vais me lever, quand je vais bouger, quand je vais rajouter là-dedans, parce que je pense que j'ai une efficacité à jouer les affaires, à occuper la scène, tout ça, mais pour moi, c'est important que le texte à la base soit drôle, si tu fais juste entendre le texte, entendre les jokes, c'est tout aussi drôle que si tu le vois. Fait que je pense que ça fait en sorte que j'ai un style qui c'est ça, qui est basé sur être intéressant puis être drôle. Puis pour moi, l'idée, c'est la chose la plus importante dans un show, dans un bit, dans un numéro. OK. Si l'idée de départ accroche pas le monde, la pente est à monter. T'sais. Tandis que si tu lances l'idée, puis que le monde inconsciemment, ils font « Ah, c'est intéressant, ça les allume », ben là, après ça, c'est là la porte est ouverte pour acheter des gags, pour faire rire, pour aller ailleurs, pour essayer de les surprendre. Ouais. Mais fait que c'est pour ça que, tu sais, à chaque fois qu'il y a des gens qui disent « Ah, ce sujet-là a déjà été fait, ce sujet-là a déjà été fait », un sujet, c'est un sujet. Il n'y a pas... À partir du moment où tu as une idée différente sur un sujet, la voie est libre, là, pour moi. Ouais. Fait que je te dirais que c'est là-dessus que je me concentre, moi, en général. Je te dirais que je pense que j'ai pas réussi à le faire short, mais c'est comme ça que je décrirais mon Non, mais c'est parfait, mais parce que tu plein d'affaires intéressantes. De dire une affaire de... Ça m'intéresse que tu testes tes affaires assis.
Mais si tu, justement, pour justement savoir si ton idée est bonne, tu voudrais-tu pas, mettons, la overshadow, si, mettons, tu rajouterais des act-out, probablement que ça rira encore plus, fait que là, t'aurais l'impression de pas avoir une idée honnête, feedback honnête, genre. Je pense que c'est juste que j'en ai fait plusieurs dans ma carrière, mais j'ai peur des gags faciles. Pas des gags faciles, mais des rires faciles. Puis de temps en temps, je veux dire, c'est inévitable. Puis même des jokes que moi je trouve bonnes, il y en a qui vont les trouver faciles. Ça c'est hors de mon contrôle, puis c'est correct. Ouais. Mais moi, d'aller chercher un rire juste pour aller chercher un rire, puis je le fais, là, tu sais, quand je fais mon spectacle assis tout le long, c'est sûr que de temps en temps, je vais sortir une joke en sachant très bien que cette joke-là ne sera pas dans le show à la fin. Mais là, en ce moment, il y a un temps mort là, je fais un petit gag facile, ça rit, puis on passe à autre chose, j'ai gardé le rythme. Ouais. Mais c'est juste, je sais pas, on dirait que j'aimerais pas, je me sentirais mal moi-même de me dire ce gag-là ne fonctionne pas si je fais pas une face ou si je fais pas un mot. Ouais. Pour moi le physique de tout ça vient ajouter au drôle, pas juste le créer. Ouais. Donc c'est ça, je pense que c'est juste une question de c'est la façon que moi je travaille, que je me dis, puis l'humour comme beaucoup d'affaires de performance, que ce soit le sport ou quoi que ce soit, c'est tellement une question de confiance. Ouais. Si les gens dans la salle te sentent en confiance, ça va être plus facile de les faire rire. S'ils sentent que... c'est le principe du blanc. Là. Si t'as un blanc sur scène, t'es comme... le monde va... Oh, fuck, il est pas bien. Puis là, tu viens de les perdre. Là. Mais si t'as un blanc, tu fais... Hey, je sais pas où je suis. Là, le monde fait... OK, ça le stresse pas. Puis ça va être plus facile de les ramener. Fait que c'est la même chose pour le texte. Si moi, je sens que le texte est déjà bon, que le texte en soi est bon, ben dans ce cas-là, de rajouter... Je vais le jouer plus facilement, je vais le jouer mieux en sachant que je sais que je vais avoir un rire. Ouais. Mais là, justement, tu disais que tu t'embarques puis tu testes du nouveau matériel. Mais toi, j'ai entendu dire que t'écris pas tes jokes, hein? Genre, tu prends des notes, mais... Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de monde... On me demande souvent cette question-là. Ouais. C'est vrai que j'écris pas dans le sens que j'ai pas de feuilles. J'écris pas mes gags sur papier. Ouais. J'ai pas... Mais mes gags, si tu regardes les 2 one-man shows que j'ai faites, tu viens le voir un soir, tu viens le voir l'autre soir, c'est le même texte. Là, je veux dire, c'est très, très écrit. Pour moi, le texte est extrêmement important. Ouais, t'es précis. T'es très précis. Pour laquelle je le fais assis, parce que pour moi, c'est important qu'à l'audio, que ça soit drôle puis que ça soit intéressant. Puis dans ces cas-là, pour que ça soit intéressant, tu peux pas juste arriver puis improviser à chaque soir. Puis de toute façon, plus tu le fais, puis à un moment donné, la même phrase sort tout le temps. Fait que c'est vrai que j'écris pas littéralement, j'écris pas mes jokes, mais c'est très écrit dans ma tête. J'ai une capacité à le faire dans ma tête, j'ai une capacité à faire, bon, cette joke-là, la prochaine fois, je vais l'essayer avec tel mot, telle intonation. Puis je suis capable de m'en rappeler, même d'un show de nouveau matériel de 1 heure, je suis capable de le refaire tout de suite après en prenant note, en suivant les notes que je me suis mis dans ma tête. C'est quelque chose que j'ai développé. Je sais pas si j'étais déjà bon à faire ça, mais je l'ai développé. Moi je dis souvent que c'est dû à ma paresse, que je suis paresseux, j'aime pas ça écrire. Genre, ça m'emmerde d'être assis à un ordi ou assis à une table avec un crayon et un papier, ça m'emmerde, je suis pas capable. Fait que je me suis dit, c'est quoi, moi je ferais pas ça. Puis j'ai développé une façon de le faire dans ma tête. Fait que c'est ça. Ça marche. Oui, c'est pas écrit, mais c'est très, très, très écrit. Je travaille mes textes énormément. Puis pour moi, il n'y a pas... ça reste la chose la plus importante. C'est pas parce que j'écris pas que pour moi le texte c'est pas important. Puis regarde, ça sortira comme ça sortira. Oui, quand je commence des nouvelles jokes, quand je commence des nouvelles idées, des nouveaux bits, je le sais que je fais bon, mais ça... La première fois que je vais le faire, ça va sortir comme ça va sortir. Puis ça va sortir comme j'y ai pensé. Puis des fois, je suis dessus en partant. Puis des fois, c'est pas clair. Puis là, il faut que j'y repense. Peut-être que si tu... Puis là, le show d'après, j'essaie d'une autre façon. Ah, tu vois ça, c'était plus clair. Fait que j'ai réussi à le faire tout en parlant. Mais c'est pas parce que le texte est pas important. Puis pour moi, c'est secondaire. Là. Au contraire, c'est la chose la plus importante. Ouais. Moi, ce que j'aime le plus, c'est moi...
Je le dis souvent, moi, j'écoute pas de musique chez nous, c'est du stand-up tout le temps. Dans mon char, c'est du stand-up. Dans la maison, c'est du stand-up. Ah ouais, tu te nourris juste de ça? 100%. Quand je fais du jogging, quand je sors mon chien, j'écoute du stand-up tout le temps. Ah, c'est cool. Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est l'écouter. Puis des fois, oui, tu sens que tu es en train de manquer un gag physique. Mais pour moi, l'humour à l'audio, c'est tellement puissant que je veux, moi, personnellement, faire ça aux gens aussi. Je veux que les gens puissent écouter écouter le show et rire tout autant que s'ils étaient dans la salle. Ouais. Donc, c'est ça. Pour moi, le texte, là, c'est primordial. Mais quand tu rentres avec des nouvelles idées, vu que tu les écris pas, mettons, sur papier, t'arrives-tu là pis t'es improvises? T'as juste l'idée dans ta tête pis tu... Ben, ça dépend. Comme je te dis, des fois... Tu sais, exemple... C'est que pour moi, comme je te dis, l'important, c'est l'idée. Okay? L'idée de base. Fait que j'ai, mettons... je vais prendre un exemple là, d'un nouveau bit là, que j'ai, que je travaille en ce moment, qui... Exemple, je parle qu'avec les... Tu sais, à un moment donné, j'ai réalisé, j'étais à l'hôpital récemment, rien de grave, là, mais la madame, l'infirmière, elle a appelé quelqu'un, puis moi, je comprends jamais rien ce qu'ils disent. Moi, quand quelqu'un marmonne, je comprends pas. Puis avec le masque, moi, je comprends plus rien parce que moi, j'ai besoin de lire ses lèvres. Je comprends pas quand le monde marmonne. Fait que j'ai juste pensé à ça. Puis c'est drôle, ça, que je comprends pas quand le monde marmonne. Puis là, après ça, j'ai pensé, tu sais, à l'aéroport, des fois, quand ils callent des passagers, moi, je comprends pas qui appelle. Fait que moi, je suis le genre à aller à la porte pour faire que là, vous venez de caller quelqu'un, je peux pas dire que c'est pas moi. Fait que c'est moi, je suis dans le truc. Ça, je sais, ça, je l'ai pas écrit, mais je le sais que c'est drôle, le gars qui se rend à la porte en disant, vous venez d'appeler quelqu'un, j'ai pas compris qui, c'est peut-être moi, je suis correct, Ça, tu vois, quand ça sort d'un coup, la première fois que je l'ai fait, ça rit, le monde a compris, mais il y a plein d'autres idées. Écoute, je peux te... Il y a plein d'autres idées qui sortent naturellement et qui sont pas claires du tout, parce que même moi, sont pas claires dans ma tête. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, à partir du moment où je le sais que l'idée est drôle, moi, je sais que l'idée d'un gars qui se présente à une porte à l'aéroport en disant « Vous venez d'appeler quelqu'un, puis je peux pas dire que c'est pas moi », ça, c'est drôle. À la base, c'est drôle. Fait qu'à partir du moment où ça, je sais ça, ben là, je peux me présenter au show en faisant la joke comme elle sort sur le moment. Puis au fil des shows, je vais trouver le bon wording, je vais trouver la façon de le faire, je vais trouver la façon de l'exprimer, de trouver la façon la plus efficace. J'ai un autre bit sur le fait que moi, mon beau-père, il est incapable d'expliquer un jeu. Il y a des gens comme ça qui sont pas capables de comprendre que toi, t'as jamais joué, puis ils te l'expliquent comme... Ouais, c'est vrai, moi, je sais que c'est drôle, ça. Puis là, tu vois, ça fait à peu près 10 fois que je le fais, puis j'ai pas encore trouvé la bonne... Mais je le sais que c'est drôle, je sais que les gens rient. Parce que quand je dis, moi, mon beau-père, il est incapable d'expliquer un jeu, le monde rit. Le monde, ils comprennent, il y a de quoi, ça vient les chercher en dedans, inconsciemment, ils savent de quoi je parle. Fait que là, moi, pour moi, ça, là, la porte est ouverte. Puis tu vois, ce bit-là, j'ai pas encore trouvé la bonne façon de le faire. Je le fais, ça rigole, ça rit, mais je vois pas au plein potentiel de ça. Okay. Mais je sais que l'idée est drôle. Fait que c'est pour ça que je suis capable d'aller improviser en guillemets parce que je suis pas un bon improvisateur, vraiment. Ok, pour vrai? Je suis pourri improvisateur, je suis nul à chier. Pour vrai, c'est vraiment pas ma force. Ah, c'est curieux. Non, je suis vraiment pas bon. Je suis vraiment pas bon parce que souvent ça m'arrive de dire, ok, regarde, ça, je sais un peu, j'ai une petite idée. Je vais essayer sur scène, voir qu'est-ce qui sort. C'est bien rare que je sors quelque chose de vraiment comme, oh, ok, ça c'est bon, tu sais. Ça va m'arriver des fois après plusieurs shows. Après plusieurs shows, à un moment donné, je vais sortir une petite ligne, puis là, dans ma tête, je vais faire, ok, ça c'est bon ce que je viens de dire là. Mais juste de la première fois, là, tu sais, moi, du crowd work, là, tu sais, il y a plein d'humoristes qui sont extraordinaires. Moi, je suis pourri en crowd work. Je suis pas capable, je deviens stressé. Je suis comme, ok, là, dis quelque chose de drôle, puis je suis pas capable. C'est pour ça que moi, il faut que le drôle soit là d'avance. Tu comprends? Ouais. Ben, justement, justement, tu parles de tes idées qui sont plus importantes. C'est quoi les thèmes que t'aimes aborder, toi, dans tes numbers? Qu'est-ce que t'aimes parler? Il y en a pas. Non? Pour moi, j'aime aborder les thèmes qui sont en dedans de moi en général. Tu sais. Quelque chose de plus personnel. Si je me force à parler de quelque chose, ça paraît. Ouais. Je le sais que ça paraît sur scène. Quand je me force à essayer
de lancer une idée que j'ai pas vraiment ou que j'ai pas encore cernée, là, ça paraît. Ça paraît dans ma face, ça paraît dans mon intonation, ça paraît dans les gags que je fais. Je pense que j'ai un sens de l'observation assez aiguisé. Puis ma vie, c'est de faire du stand-up. C'est ça ma vie. J'ai rien d'autre dans ma vie que ça. Fait que moi, ma vie, c'est un combat entre ce que j'observe puis la façon de le verbaliser pour que les gens qui sont pas dans ma tête comprennent ce que je veux dire. Fait que ça peut être un peu n'importe quoi. Tu sais, je peux pas te dire... tu sais, je le sais, mettons, que quand je fais de l'engagé, ça passe mollo. Parce que je suis pas un gars qui est naturellement attiré par les enjeux sociaux, les enjeux politiques. Je me tiens informé, je suis au courant, mais ça vient pas me chercher. C'est pas émotif pour moi, ça. Ouais. Fait que tout ce qui... moi, je puise dans les sujets qui me rendent émotif à la base. Puis ça, c'est... Je veux dire, c'est infini, puis en même temps, c'est... Tu sais jamais... À tous les jours, je découvre quelque chose de nouveau, puis que, ok, ça m'atteint, ça me fait sentir comme ça. Ouais. Fait que je peux pas te dire qu'il y a vraiment un type de sujet que j'aime. Je fais confiance à... Moi, je pense que l'authenticité dans ce métier-là, c'est d'une importance capitale. Puis, faut que ça paraisse dans tes sujets aussi. Si tu peux, j'en ai vu tellement dans ma carrière des humoristes qui se forcent à faire de l'engagé ou qui se forcent à faire ci ou qui se forcent à faire ça. Puis, en bout de ligne, soit une version de toi qui est pas loin de la vérité sur scène, c'est là que c'est le plus payant, je trouve. Ouais. Mais ça a-tu été dur pour toi, justement? Ça a été quoi ton parcours vers cette authenticité-là? Puis justement... avant que tu comprennes quand, mettons, il faut que je le pratique souvent pour trouver le bon wording. C'est une bonne question parce que moi, je te dirais que c'est vraiment quand j'ai décidé de vraiment être honnête avec moi-même et avec les gens qui m'écoutent, c'est là que pour moi, mon humour a pris un step parce que moi, je suis très anxieux de nature. J'ai toujours été très anxieux. J'ai toujours été dans ma vie un peu à l'écart. Je suis quelqu'un de très gêné dans la vie. Je suis pas... Tu sais, moi, s'il y a plus que 5 personnes d'une pièce, là, tu m'entendras pas. Là. Moi, je déteste être le centre d'attention. J'aime pas... Je suis très, très reculé, très gêné, très introverti dans ma vie en général. Puis quand je montais sur scène, au début, dans les premières années de ma carrière, je voulais tellement combattre ça que j'essayais de projeter une confiance qui n'est pas vraie. Puis moi, le commentaire qui revenait le plus au début de ma carrière, je te dis là, systématiquement, c'est t'as l'air à t'en crisser d'être là. T'as l'air d'être au-dessus de tes affaires, t'as l'air de pas respecter le public, t'as l'air d'avoir trop confiance en toi. Puis moi, quand j'entendais ça, j'étais comme, mais si vous avez idée à quel point j'ai pas confiance en moi, c'est fou raide comment. Puis en rétrospective, je comprends tout à fait pourquoi les gens disaient ça. Parce que j'étais pas capable de parler ce qui était en dedans de moi pour vrai. Je parlais de ce que je voulais être et non de ce que je suis. Fait que quand j'ai décidé de laisser tomber ça, puis, tu sais, exemple, un exemple qui me vient tout de suite, c'est que moi, mon frère, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé dans la vie. Mon frère, il est pédopsychiatre, c'est un génie, mon frère. Là. My God. Il est extrêmement cultivé. Puis quand j'étais jeune, moi, la culture générale chez nous, c'était extrêmement important. Mon père, il me disait toujours, faut que tu lises, faut que tu... Informe-toi, lis le journal, écoute les... C'était important pour lui, ça. Puis moi, ça m'attirait pas, tu sais. Fait que toute ma jeunesse, moi, j'ai eu un énorme sentiment de culpabilité par rapport à la culture, par rapport à lire des livres. Moi, ça m'emmerde de lire un livre, je suis pas capable. Si je lis 2 pages, j'ai les yeux qui ferment, je suis pas capable. Mon père arrêtait pas de me dire, Simon, faut que tu lises plus, essaye de lire plus. Puis lis, tu lis pas, Puis, je pense qu'un des premiers numéros qui a vraiment marché dans ma carrière, c'est quand je disais, moi, me lire un livre, ça m'emmerde, j'haïs ça, je suis pas capable. Ah ouais, parce que c'était vrai. Mais les premières fois que je l'ai fait, je me sentais très mal de dire ça, parce que pour moi, ça, c'est honteux. Ouais. Moi, à ce moment-là, dans ma vie, ne pas lire de livres, ne pas être quelqu'un qui lit des livres, c'est honteux. Maintenant, aujourd'hui, je m'en rends compte que
on a chacun nos affaires, on a chacun nos... Tout le monde aime des affaires différentes, puis... Mais moi, à ce moment-là de ma vie, j'avais encore honte de ça. Ouais. Puis quand j'en ai parlé, puis quand j'ai commencé à faire des gags autour de ça, je me suis rendu compte à quel point, Colin, je suis pas tout seul, tu sais. Puis ça a été ça le début, le début de ce qu'est mon humour aujourd'hui maintenant. C'est-à-dire juste de l'honnêteté, de dire, regarde, moi je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça. Quand je vois quelqu'un faire ci, je comprends pas. Puis de pas avoir peur d'être toi-même. Puis je pense que ça a été le point tournant de ma carrière, je te dirais, là, quand j'ai décidé arrête, parle de ce que t'es, là. T'as honte un peu de ce que t'es, là, mais essaye d'en parler. On va voir ce que ça donne. Puis je l'ai fait, puis ça, aujourd'hui, ça, je pense que ça c'est la ligne maîtresse de beaucoup de mes affaires, c'est-à-dire l'authenticité, puis d'essayer de voir si les gens se reconnaissent en ce que je dis ou reconnaissent quelqu'un qu'ils connaissent. Ben justement, ça rejoint ce que tu disais tantôt, tu sais, de justement de parler de soi, puis de ce que tu ressens, puis tout ça. Puis ça rejoint aussi quelque chose que je t'avais entendu dire justement sur le podcast de Jay du Temple, parce que tu disais que toi, tu voyais le stand-up comme une conversation à deux, mais qu'il y avait juste toi qui parlais. Ben oui. Puis que l'autre personne, c'était le public. Puis donc, tu voulais comme connecter avec ton public et tout ça. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même bien intéressant. Puis ça permet aussi d'être assez original aussi. Tu sais, c'est des affaires qui sont arrivées à toi, mais que le monde peuvent se reconnaître un petit peu. Tu sais. Mais c'est que, tu sais, il y a différents... Tu sais, le monde... j'appelle ça le show business, j'appelle ça le voyons, c'est quoi le... Le vedettariat? Non, voyons. Le divertissement, excuse. Le divertissement. Okay. Ouais. Il y a plusieurs styles. Tu sais, tu peux autant aller voir un film avec des effets spéciaux d'action qui va te rejoindre, autant que tu peux aller voir quelque chose de plus deep qui va te rejoindre aussi, tu sais. Ouais. Moi, personnellement, ce que j'aime de ce métier-là, c'est quand j'ai l'impression que la personne sur scène a une discussion avec moi à travers ses idées, à travers son texte. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'aime. Fait que c'est ça que moi, j'essaie de recréer. Mais même moi, j'adore. Il y a des humoristes que ils ont pas... Il y a un mur entre eux et le public, puis ils font juste livrer leurs affaires, puis ils livrent tellement bien que ça devient hyper le fun à écouter. Moi, c'est la façon que j'aime faire. Moi, ce que j'aime, c'est avoir une discussion, puis je pense que les gens aiment ça aussi, sentir que il y a un côté de moi qui m'auto... C'est comme une autothérapie un peu, de faire comme... Là, je suis en train de démêler des affaires avec moi-même, là, aidez-moi. Moi, je suis pas bon pour ça, moi, je suis pas bon pour faire ci, mais je suis bon pour faire ça. OK, je suis... Puis là, tranquillement, pas vite, tu développes un contact, puis tu développes un lien avec les gens. Puis moi, c'est ça que j'aime faire, tu sais. Ouais. Mais t'as-tu vraiment passé de cette personne-là qui arrivait sur scène puis qui projetait une confiance qu'il avait pas à là carrément t'étais authentique puis plus toi-même, ou est-ce que tu t'es-tu promené mettons dans un personnage ou ça a été comment? Non, moi j'ai été je te dirais, tu sais, tu regardes des extraits de moi tôt dans ma carrière là, on parle de 2010 mettons là. OK. Tu sens que c'est pas loin de ce que je fais aujourd'hui. Okay. C'est vraiment, évidemment, il n'y a pas le 10e d'expérience que j'ai aujourd'hui ou de l'efficacité comique dans le sens que je le sais maintenant beaucoup plus comment écrire, comment rejoindre, comment surprendre les gens. Mais tu sens que tu vois la lumière, là, tu vois l'étincelle là, de, en tout cas moi quand je me regarde là. Mais non, moi ça a toujours été du stand-up, mais ça a tellement de casser cette barrière-là. Parce qu'en fond, c'est moi je donnais l'impression que ça m'atteignait pas. Mettons, si c'est pas drôle, ça m'atteint pas. Alors que, mon gars, il y a pas grand-chose qui m'atteint plus dans la vie qu'une joke qui marche pas devant un public. Il y a pas grand-chose. Honnêtement, sans joke, là, j'essaie de trouver quelque chose qui m'atteint plus que ça, là. Je peux même pas le trouver, là. D'être devant un public, mais un public déçu. Surtout s'ils m'aiment déjà, tu sais, surtout s'ils ont déjà, comme, s'ils me suivent, puis ils sont juste déçus parce que mon matériel est pas assez bon, il est pas assez original, il est pas assez travaillé, ça me tue, man. Puis ça me tuait encore plus avant. Sauf que sur scène, j'étais comme, tu sais, j'étais à côté, puis j'étais là, puis
j'avais l'air du gars qui était pas atteint par rien, alors que en dedans de moi, c'était un volcan d'émotions, de honte. Fait que c'est quand j'ai laissé aller quand j'ai laissé ça aller, mais en même temps, faut que tu le contrôles, ça, tu sais. Ouais. Faut que tu le contrôles, faut que tu apprennes à le contrôler, faut que tu apprennes à... Puis encore aujourd'hui, je fais tellement d'erreurs, là, tu sais, dans mes rodages, là, j'aborde des sujets, des fois, là, que... Et que, tu sais, tu y penses, mettons, là, j'étais en train de souper, ou j'étais en train de peu importe, le marché, ou prendre ma douche, ouais, puis il y a une idée qui me vient, puis je suis comme, oh boy, ça, c'est vraiment drôle. Je pense qu'il y a vraiment de quoi là-dedans. Puis t'arrives sur 5, t'as dit, puis t'es comme, je peux pas croire que je pensais que c'était drôle, ça. Tu sais, de le dire en mots, de le dire soudainement, de mettre des syllabes dessus, t'es comme... Sauf que là, t'as commencé, tu sais, pis t'es comme, ben regarde, on va aller jusqu'au bout, parce que j'ai comme une idée qui s'en vient dans comme 40 secondes. Restez avec moi 40 secondes, là, puis on va voir, puis au pire, on fera comme si de rien n'était, puis on passera par-dessus, tu sais. Ouais. J'en fais, tu sais, j'écris 10 fois plus de mauvais gags que j'en écris des bons, là. Fait que, pis ça t'apprend avec l'expérience, justement, à, te laisser moins atteindre par ça, puis 2, utiliser ça, justement, pour te motiver, puis dire, moi, je veux plus revivre ça, tu sais. Moi, quand je fais un gag, tu sais, comme là, en ce moment, les rodages que je fais 2 shows par soir, je fais 7h puis 9h. Fait que, mettons, à 7h, il y a un bit qui marche pas, là, mais vraiment pas, là. À 9h, j'ai horreur de le refaire, là. Puis des fois, j'ai pas le choix, parce que c'est le lien pour ça, c'est lié. Fait que là, je le sens qu'il s'en vient, puis je le fais, puis je suis comme, en sachant qu'il s'en vient, je suis comme, là, vous allez être déçus de ma joke, là. Vous allez tellement être déçus, mais j'ai comme pas le choix de la faire, parce que des fois, faut que tu donnes... Ben ouais, des fois, faut que tu donnes plus qu'une chance. Mais c'est ça, tu sais, ça fait partie du processus. Mais y a-tu ce danger-là de, tu sais, que les idées ils popent dans ta tête, y a-tu ce danger-là justement d'être à manier quasiment trop critique, puis là finalement d'éliminer des idées que finalement auraient pu être bonnes? Tu te laisses vraiment toutes les chances, ou est-ce que tu te juges? Non, je me juge beaucoup, mais ça, c'est la raison principale pour laquelle c'est important de travailler avec des gens. Parce que moi, je travaille avec 2 personnes depuis le début de mon premier one-man show ça va faire 5-6 ans. Il y a 2 personnes qui travaillent avec moi qui viennent voir toutes mes shows, que ce soit, peut-être pas en tournée, là, à un moment donné, ils arrêtent, là, mais en rodage, ils viennent voir toutes les shows où ils les écoutent. Là. Nous, on a trouvé une technique où on fait un live Facebook, mais avec un petit groupe serré. Fait qu'ils peuvent voir le show live sans être dans la salle. Ah, c'est smart. Ouais, ça va super bien. Puis ils peuvent écrire des commentaires directs en dessous. Puis fait que souvent, moi, je vais lancer une idée. Je vais dire, hey, telle affaire. Puis là, le show d'après, je le fais plus. Puis l'autre show d'après, je le fais plus. Puis là, ceux qui travaillent avec moi vont faire comme, t'as lancé ça l'autre fois, là. Tu l'as abandonné vite. Puis je suis comme, ça marche pas. Puis ils sont comme, donne-en une autre chance. Il y a plein. Dans mon premier show, je peux te nommer plein de numéros comme ça. En fait, dans mes 2 premiers shows, je peux te nommer plein de numéros que si c'était juste de moi, j'aurais abandonné après la V1, mon gars. J'aurais mis ça de côté. Je dis, parlez-moi-en même pas. Puis il était comme, attends une minute, il y a de quoi là-dedans, ça a mal sorti, tu l'as mal exprimé, tu l'as peut-être mal wordé dans ta tête, mais il y a de quoi là-dedans. Mais je vais avoir tendance à le faire. C'est bien rare que je vais faire ça, je le ferai pas. Il y a bien des gags des fois, tu sais, dans mon pacing, là, quand j'arrive, parce que, tu sais, oui, j'écris pas, mais j'ai quand même, tu sais, des mots-clés, là, tu sais. Mon premier bit, c'est ça, mon deuxième, c'est ça. Des fois, là, il y en a sur mes pacings de rodage, il y a une ligne qui est là pour les 6 premiers shows, puis je la fais pas. Je suis juste pas capable, j'y fais pas confiance. Puis à un moment donné, je la fais. À un moment donné, je fais, OK, là, à soir, je la fais. Puis je la fais, puis des fois, elle marche, des fois, elle marche pas. Mais c'est bien rare que je vais comme jamais le faire parce que j'ai pas confiance. Je vais toujours y donner une chance. Puis après ça, c'est là que c'est important d'avoir des gens qui ont un recul, parce que tout est tellement dans tes affaires, tu le vois plus ce qui est bon, ce qui est mauvais. Puis le contraire est vrai aussi, là. Il y a des gags, moi, que j'ai étirés des fois pendant des mois et des mois, là, puis à un moment donné, les gens avec qui je travaille sont comme, là, lâche-les, celle-là, c'est pas bon. Tu penses que c'est bon, là? Ça l'est pas. Personne, ça rigole, tu perds le public, ce que t'as avant est meilleur, ce que t'as après est meilleur, fait que là, tu coupes ton rythme avec quelque chose d'un peu bizarre, qui rigole, mais c'est pas universel, ça marche pas partout. Fait que le contraire, tu sais, les 2 sont vrais. C'est pour ça que ça prend quelqu'un, ça prend des gens qui travaillent avec toi, qui ont un recul, mais surtout qui sont honnêtes avec toi.
sais, moi, les 2 personnes avec qui je travaille, il y en a un qui est un auteur qui s'appelle Pascal Mailloux, que j'ai rencontré il y a quelques années sur un plateau de tournage. On a travaillé ensemble sur un show, puis on travaille ensemble tous les jours depuis ce temps-là. C'est quelqu'un qui est no bullshit. Il a pas peur que je sois fâché, il a pas peur que je dise qu'il a pas raison. Ouais. Okay. Puis quand il y a une idée que je suis pas d'accord, j'ai dit moi je suis pas d'accord. Puis quand j'ai une idée qui est pas d'accord, il me dit moi je suis pas d'accord. Puis l'autre personne, c'est plus comme une directrice artistique que j'ai là, qui m'aide. Okay. C'est Marie-Christine Lachance, c'est mon ex. Okay. Puis elle, mon gars, elle a aucun filtre avec moi. Là. C'est comme il y a pas de gants blancs. Là. Elle n'avait pas qu'on était ensemble, elle en a encore moins maintenant. Tu sais, elle est comme ça là, Simon, c'est de l'ostinat. Je vais être bien honnête là, ça c'est mauvais, c'est pas bon, tu penses que c'est bon. Puis c'est important d'avoir ça parce que Christy que c'est facile d'avoir la grosse tête à un moment donné. Pas nécessairement une grosse tête, pas nécessairement la grosse tête de vedette ou de les gens me reconnaissent. La grosse tête de Colin, tout ce que je touche, c'est bon, tu sais. Ouais. Et que non. Mon gars, tu serais surpris à quel point... Tu sais, on fait des meetings, nous, on se voit à peu près... Tu sais, quand on est en période de rodage, comme ça, on se voit entre 2 et 3 fois par semaine. Okay. On loue un studio, puis on jase pendant 2 heures, 2 heures et demie. Je fais « Hey, j'ai pensé à ça l'autre fois. » Le nombre d'affaires mauvaises qui sortent pendant ces meetings-là, mon gars, c'est hallucinant. Là. Je leur parle d'affaires des fois là, qui me regardent en disant « De quoi tu parles? » Non, mais tu comprends, c'est parce... Non, c'est drôle parce que t'as la... Puis c'est tellement facile à un moment donné de dire « Ça va être bon parce que c'est moi. » Tu sais, ma carrière va bien, les gens me suivent, les gens m'aiment. Ça va être bon parce que c'est moi. Et si bol. Ça dure pas longtemps, cette mentalité-là. Parce que oui, tu vas peut-être t'en sortir un petit peu. Tu vas peut-être t'en sortir pendant quelques shows. Mais après ça, à un moment donné, il faut que ça rentre. Là. Puis il faut que ça soit bon, il faut que ça soit intéressant. Fait que c'est important d'avoir, c'est ça, des gens qui sont honnêtes avec toi. Puis qui ont un recul. Qui ont un recul. Puis qui sont capables de regarder froidement les choses. Parce que toi, t'es trop dedans. T'sais, quand tu parles d'un sujet qui t'atteint directement ou qui est très chaud pour toi, c'est difficile de reculer puis de dire « OK, attends une minute, là, ça, c'est-tu juste moi qui pense ça ou c'est-tu juste moi qui vois ça de même ou c'est-tu intéressant pour les gens? » Donc, c'est pour ça que c'est primordial. Là. Mais justement, ce monde-là, ces 2 personnes-là, ils t'aident pour les idées. Mais toi, tes gags, c'est toi qui veux les trouver toi-même. Tu t'as dit, moi, je vais les trouver les gags, il n'y a pas de problème, je suis fait pour ça. C'est parce qu'on a chacun notre force, tu sais. On a chacun notre force dans cette équipe-là. On est les 3... qu'on travaille vraiment de main dans la main pour les spectacles puis tout ça. Puis on a chacun nos forces, on a chacun... Puis on a développé aussi une dynamique où je sais que eux sont bons pour me dire ici, Simon, il manque quelque chose. Moi, je sais que si tu me dis ici, il manque quelque chose, je vais le trouver éventuellement. C'est ça. Je sais que je vais le trouver. Ça va peut-être prendre 2 jours, ça va peut-être prendre 2 heures, ça va peut-être prendre 2 semaines, ça va peut-être prendre 2 mois. Je vais le trouver. Tu me fais confiance, je vais le trouver. Mais ça me prend quelqu'un qui me dit il manque de quoi ici. Parce que ça se peut très bien, moi, que j'oublie complètement ou que il y a des affaires là, que j'ai faites, là, mettons, surtout plus dans mon premier show, là, que il manquait un punch-out à un bit. Là. Je faisais un bit, il manquait un punch-out. Il y en a manqué un pendant 1 an et demi. Là. Il arrêtait pas de me dire là, il manque quelque chose. Là. Pourquoi tu trouves pas juste une petite ligne, quelque chose? Puis on l'a trouvé, puis c'est une ligne qui a marché super bien. Mais moi, je suis le genre à... On continue. On va, OK, on a d'autres idées. Let's go. Quand j'arrive à un point dans ma créativité ou dans ma création, dans mon écriture, où je suis plus tant méticuleux plus que performance. Tu sais. Fait qu'eux, ils me rappellent de faire non, attends une minute, il manque des affaires, il manque des clés ici et là. C'est pas clair ça c'est pas clair, ça c'est pas clair. Fait qu'une fois que tu me le dis, une fois que tu me le fais comprendre, moi je me fais confiance pour trouver la solution. Mais pour voir le problème comme tel, moi, je suis un éviteur dans la vie. Moi, dans n'importe quelle facette de ma vie, je suis un éviteur. Quand ça marche pas, j'y pense pas, puis dans ma tête, ça se règle. Fait que c'est la même chose avec mes textes, des fois. Je suis comme, ce bit-là, il marche pas, fait qu'on l'enlève, puis ils font, attends une minute, là. Je pense que tu fais juste changer la première phrase, puis on est ailleurs. Moi, j'ai besoin de ça. Je sais que si tu me dis, trouve une autre phrase, je vais la trouver. Mais moi, tout seul, je le ferai pas. Ça, c'est sûr et certain. Puis là, tu travailles avec ton ex, as-tu le droit de faire des jokes sur votre ex-relation? Dans le deuxième show, il y a un 10 minutes qui est juste sur elle. Ça. J'espère qu'elle n'a pas dit que c'était de la style marde. Non, mais c'est un bout qui est vraiment juste sur elle. Moi, c'est quelqu'un qui a été extrêmement important dans ma vie. C'est la personne avec qui j'étais quand j'ai commencé mon métier, quand j'ai commencé à faire de l'humour.
Puis encore aujourd'hui, c'est une personne extrêmement importante pour moi. Ouais. Puis dans le deuxième show, il y a un bout, il y a presque un 10 minutes qui est exclusivement sur elle, sur ce qu'on a vécu ensemble, ce qu'elle m'a amené, ce qu'elle m'amène maintenant. Est-ce Donc, que... c'est ça, c'est c'est cool, pas, ça. c'est pas une Ouais. relation dont faut pas en parler, c'est pas tabou du tout. Ben non, Non, ouais, ça, puis tu travailles en avec- plus, ouais. puis en plus, ça t'a vu évoluer dans ton humour, Ben, puis c'est tout ça, ça, fait que t'sais. ça aide pas mal, là, C'est te ça, connaît puis bien. puis- les deux, on a de l'affection l'un pour l'autre. Fait que Ouais. au-delà du travail, moi, je veux qu'elle soit heureuse, puis elle veut que je sois heureux. Fait Ouais. que, rendu là, tu sais, Ah, c'est cool. c'est ça qui drive tout aussi à la base, là, tu sais. Ouais. Ouais. Je me demande, je sais pas si ça se pose comme question, mais t'es quelqu'un dans son humour qui est très... Tu sais, tu nous parlais tantôt, mettons, tu trouves les idées, puis ça peut partir vraiment brouillon, mais ça finit tout le temps. En tout cas, moi, je trouve que t'es reconnu pour ça, c'est que t'es très précis dans tes gags. Tu sais, mettons, je pense, mettons, au CrossFit ou les Olympiques ou le Sud. C'est quelque chose, quand tu lis ça, tu fais « Hey, mon Dieu, OK, c'est large, là, tu sais, on peut vraiment aller loin. » Mais quand tu l'écoutes, t'es vraiment précis dans tes affaires. C'est quoi? Ça s'explique-tu, mettons, ton processus de comment ça part très brouillon dans ta tête, à ça va finir, puis c'est ultra précis? C'est-tu juste le temps? C'est-tu juste de le roder? C'est quoi exactement? Ben, le rodage est extrêmement important, évidemment. Ok. Tu peux pas... Il y a des numéros qui sortent magiques la première fois, puis d'autres... Le CrossFit, je pense... Je peux me tromper, là, mais je pense qu'il est... je le fais plus, évidemment, là. Ouais. Mais la dernière fois que je l'ai fait, il était, je te dirais, 90% de la première fois que je l'ai fait. C'est le genre de numéro qui est sorti tout seul d'un coup. Je sais pas d'où il s'est venu, c'est sorti. T'en faisais-tu? Ça venait-tu d'une expérience? On avait fait une fois. Puis C'était cette on n'a fois-là. même pas parlé tout de suite après, là. C'est juste... c'est sorti. C'est juste sorti de même. Ouais. Tandis que, tu vois, l'autre numéro que tu parles, les Québécois dans le Sud, je l'ai fait Puis ça, tu sais, qu'on parlait tantôt d'un numéro que je voulais abandonner, là. Ça, Ouais. les Québécois dans le Sud. Ah ouais? Dans mon premier show, qui est le numéro qui marche, qui cartonne, qui est vraiment bon, qui fonctionne bien, qui fonctionnait bien. Moi, je voulais l'abandonner. Je disais, ça marche pas, ça marche pas. Hein? Puis c'est Pascal qui m'avait dit, mon gars, il y a de quoi là-dedans. Je te le dis, il y a de quoi. Tu peux trouver la clé de faire en sorte de traiter ce sujet-là de façon originale. Puis il a eu raison de me pousser parce que ça a donné quelque chose de Ben oui. Ouais. très efficace. Mais comme je te dis, à partir du moment où je sais que l'idée est drôle, c'est là que j'ai du fun à travailler à travers l'idée. Tu sais. À partir du moment où je trouve l'angle comique d'une idée, c'est là que je m'amuse à... Souvent, je me rends compte que souvent, là, ce qui arrive, c'est que je commence avec un gag. Tu sais, un gag. Après ça, ça monte à 8, puis ça baisse à 3, puis le 3, c'est la version finale. Souvent, c'est comme ça. OK. Je commence avec un, j'en rajoute. Après ça, j'en enlève, puis boum, là, je l'ai. C'est En top. général. Cool. Ok. Comme je te dis, des fois, ça sort magique du premier coup. Des fois, c'est un 12 minutes qui devient un gag. Ok. Mais en général, je pars avec une idée, un gag. Après ça, je l'augmente. Je rajoute des affaires. Puis après ça, je le serre. Je le sèche le plus possible pour que ça devienne vraiment compact. Ouais. Puis après ça, je passe au prochain sujet. Fait que quand je sais que ça, c'est compact, puis que ça se tient, puis qu'il n'y a pas un temps mort, c'est comme ça que naturellement je fonctionne, je pense. OK. Ben, justement, pour ton number sur le CrossFit, là, qui est un très très gros number, qui a eu beaucoup de visionnements, puis tout ça, je me demandais, est-ce que. Puis c'est drôle parce que tu disais que, tu sais, c'est que 90% du contenu, c'était quasiment de la première shot, là, mais est-ce que tu savais que ça allait avoir Non, autant de absolument succès? Non? Aucune Savais- espèce d'idée. t'avais- oh, Non, ok. non, je pouvais pas. Parce que moi, j'avais fait... ça, le numéro du CrossFit, c'est mon 8e gala. Ouais. Puis j'avais fait avant ça... Moi, en 2014, j'avais fait un numéro qui avait super bien marché dans des galas. 2015, j'ai fait 2 galas qui ont super bien marché. 2016, j'ai fait 2 galas qui ont super bien marché. Puis à chaque fois que je sortais de scène avec ces numéros-là qui ont toujours bien marché, je me dis, OK, là, c'est parti, tu sais. Ouais. Là, c'est parti. Là, le Québec a plus le choix de me connaître. Puis à chaque fois, ça donnait rien. À chaque fois, le lendemain, je me réveillais, puis on repart, on écrit autre chose, on continue. OK. Fait que quand je suis sorti du numéro du CrossFit, dans ma tête, c'était comme, un autre belle performance. Bon, Ouais. bravo, Ouais. t'as bien livré, c'est un bon numéro.
Fait que je m'attendais pas du tout. Ironiquement, je m'attendais pas du tout. Comparé aux autres fois où je m'attendais vraiment, je me disais, OK, là, ça va être viral. Ça, c'est sûr, ça va se partager, ça va faire parler. Ouais. Non, rien de majeur. Puis, en fond, je me suis dit, moi, continue à être bon à chaque fois que tu te présentes, puis à un moment donné, ça va percer, puis c'est ça qui est arrivé. Ouais. Mais non, j'avais pas. Quand je suis sorti de scène après le CrossFit, j'avais pas d'attente particulière par rapport au succès de ce numéro-là, pas du tout. Ouais. Est-ce que tu étais content que c'était ce numéro-là qui a vraiment bien pogné après? Est-ce que tu étais comme, c'est vraiment cool, je l'aime beaucoup, ce numéro-là? Ben, tu sais, ça fait déjà quelques années de ça, là. C'était en 2017. Ça va faire déjà. C'était 2 ans et demi, presque 3 ans, là. Mm-hmm. 3 ans, en fait. C'est une drôle de semaine, OK? Je vais te le dire, là. Puis ça fait longtemps, mais parce que on dirait que tout le monde parle juste de ça. Peu importe où tu vas, puis là, tu vois quelqu'un dans un café en train de scroller sur Facebook, puis je vois mon numéro passer 4 fois. C'est vraiment bizarre. Ouais, ça doit. C'est vraiment bizarre. Puis les gens vont juste te dire « Hey, félicitations », puis ils ont même pas besoin de te dire pourquoi. Tu le sais, c'est vraiment une semaine bizarre quand tout le monde parle de toi. Puis ça vient avec plein d'émotions. Puis moi qui est incapable de juste profiter des affaires dans la vie, moi je suis toujours en train de... Moi je rumine, là. Je vois les mauvais côtés, je me fais tous les scénarios possibles. Ce que j'étais content à ce moment-là dans ma carrière, c'est que je le savais que ce numéro-là, c'était un numéro parmi tant d'autres dans mon show. Je savais que ce numéro-là allait faire en sorte que les gens allaient vouloir me découvrir, vouloir acheter des billets pour venir mon one-man show. Puis je le savais très bien que mon one-man show était prêt, qu'il était solide, qu'il était tight, que je le connaissais puis que je l'aimais. Puis que ce numéro-là, oui, c'est un bon numéro dans le show, mais il y en a plein d'autres. C'est ça. Fait que ça, j'étais content parce que j'aurais pas voulu être le gars qui devient viral, qui a 2 millions de views, puis là, fait « OK, là, ce serait le fun d'écrire un one-man show, Simon, parce que le monde veut le voir. » Puis là, en 6 mois, t'es comme, puis là, t'arrives au show, tout le monde te regarde un peu croche, puis quand tu fais le CrossFit, le monde est content, puis après ça, ils sortent en disant « Ben, CrossFit, c'était bon, le reste, c'était ordinaire. » là. C'est ça. Moi, c'était pas ça que je voulais, tu sais. J'étais content d'avoir travaillé beaucoup les années d'avant, en me disant, soit, à chaque fois que tu montes sur scène, d'essayer d'être le meilleur possible, pour que quand ce numéro-là est devenu viral, puis quand les yeux sont retournés vers moi, je savais que j'étais prêt. Ouais. En même temps, ça m'a suivi longtemps parce que c'est un numéro qui est extrêmement physique, on s'entend, qui est très bruyant, qui est très fort. C'est pas mon style vraiment, ça. Tu sais, ça m'arrive, je vais utiliser l'énergie tout de suite. Tu l'avais-tu testé, lui, assis sur un tabouret, au début? Non, jamais. Ça aurait pas fait de sens. Non, jamais. Ce numéro-là est arrivé comme vers la fin du rodage de mon premier show. Là. Fait que je l'ai juste mis dans le show à un moment donné, puis ça a marché, puis j'ai fait « Ah, bon, ben, Colin, ça va, c'est le fun. » C'est tout. Mais, donc, puis quand j'ai commencé le rodage de mon deuxième one-man show, les premiers mois du rodage, quand j'écrivais, j'étais comme... Il y a une petite voix en arrière qui me dit « T'as pas encore de CrossFit 2.0. T'as pas encore le numéro du CrossFit dans le deuxième show. T'as pas l'équivalent. » Puis ça, je le sais que je l'ai cherché longtemps, que j'ai essayé de le faire longtemps, que je l'ai cherché activement. Puis c'est là que ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est là que ça donnait quelque chose qui était pas moi. Parce que dans le numéro du CrossFit, je crie, je suis très émotif. Puis dans mes affaires en général, je suis plus low energy, jouer avec le rythme, jouer avec les silences. Fait que je le sais que ce numéro-là m'a suivi moi longtemps. Je pense pas que ça a affecté vraiment les gens. Je pense que les gens, c'est sûr qu'il y en a qui viennent voir, mettons, qui viendraient voir mon deuxième show puis qui seraient déçus de pas retrouver l'énergie que dans le CrossFit tout le long du show. Ouais. Mais en même temps, je pense que la majorité... Moi, je suis chanceux d'avoir un public qui est vraiment ouvert, je pense. Je suis vraiment chanceux d'avoir un public qui a le goût de découvrir puis qui a le goût de se faire amener, qui a le goût d'écouter quelque chose. Mais pour moi, personnellement, ça m'a suivi longtemps parce que j'ai longtemps moi-même essayé de recréer ce numéro-là. Ouais, c'est tough, ça. Ouais. Puis le CrossFit, comme je te dis, je l'ai écrit, j'étais avant un spectacle.
Puis j'asais, puis là, ça m'est venu à un moment donné, hey, non, c'est drôle, ok, ben, ça, si, ça. Puis je l'ai fait, puis je l'ai jamais cherché activement. Puis là, d'essayer de recréer ça en le cherchant activement, j'y arrivais pas. Ça donnait des numéros weird où je criais, mais je comprenais pas pourquoi je criais. C'était pas vrai, c'était pas ressenti. Donc, c'est comme les deux... C'est les deux côtés de la médaille de ce numéro-là, je te dirais. Ouais. OK. J'ai eu une genre de certaine anxiété, excuse-moi, par rapport à ça. Tu dis que t'es une personne quand même anxieuse. Par rapport à ta nouvelle viralité et tout ça, pas viralité, ta nouvelle viralité, moi, justement, de ton numéro qui passe partout, et whatever, non? Non, parce que comme je te dis, je me sentais prêt à ce moment-là. Quand tout ça est sorti, puis quand l'attention est arrivée, puis les billets ont commencé à se vendre à un rythme vraiment plus haut. Encore, aujourd'hui, je vends bien, c'est le fun, mais à ce moment-là, le numéro est sorti un mardi, puis le vendredi, j'étais sold out pour 9 mois. Là. C'est mon gars, c'est autre chose. Là. C'est vraiment... Évidemment, je faisais pas des salles de 1000 personnes là, à ce moment-là. Mais quand même. Mais ça a comme, d'un coup, là, ça c'est parti là, off the shelf d'un coup. Puis en même temps, moi, j'étais juste content parce que j'avais pas l'impression que j'allais décevoir ces gens-là. Je savais que ces gens-là allaient arriver avec des attentes élevées, mais je le savais que mon show accotait ces attentes-là. Ouais. Fait que je te dirais que là où ta question est pertinente, c'est plus quand j'ai arrêté de faire ce premier show-là. Parce que ce premier show-là, mon premier one-man show, c'est un ramassis de mes meilleurs gags, mes meilleurs bits des 10 premières années de ma carrière, quasiment, tu sais. Il y avait des gags là-dedans que j'ai fait 7000 fois, puis j'exagère pas, là, je les ai fait, je les connaissais par cœur, je le savais exactement. Fait que quand je suis arrivé au deuxième, puis moi, le deuxième, je l'ai commenté, j'ai arrêté le premier. En fait, je me suis dit, regarde, il me reste 6 mois du premier. Moi, je veux sortir mon deuxième tout de suite après mon premier. Je veux pas qu'il y ait de pause entre les deux. Puis d'ailleurs, j'ai fait la dernière du premier, puis la première du deuxième le même soir. Je l'ai fait back-à-back. Il n'y a pas eu de pause carrément entre les deux. Puis moi, c'était comme, moi, il faut c'est le défi que je m'étais donné. Je veux que les gens qui me suivent... Moi, les gens qui me suivent n'auront jamais à attendre 1 an, 2 ans, 2 one-man shows. C'est un défi que je me suis donné. Puis tout le temps? Tout le temps, pour le restant de mes jours. Okay, fait que le deuxième, après ça, le troisième. Moi, le troisième, tu sais, là, évidemment, le deuxième, on prévoyait, il doit rester à peu près 2 ans de tournée, là. Fait que d'ici 1 an et demi, il faut que je commence le troisième pour qu'il sorte. Dès que le deuxième finit, on sort le troisième. Okay. Fait que je travaillais, j'ai fait 2 shows pendant presque 1 an, là. Pendant presque 1 an, j'ai roulé 2 one-man shows en même temps, mon premier et mon deuxième. Puis je te dirais que c'est là que ça a vraiment comme... fait mal pour revenir à ta question là. Quand j'ai réalisé que à un moment donné j'ai fait ok, c'est de la job écrire un one man show là. Ah ouais. C'est vraiment de la job parce que ouais. le premier je l'ai pas écrit, j'ai pris ce que j'avais, j'ai rajouté des affaires puis j'ai tout mis ça ensemble. Mais le deuxième, je suis parti de zéro là. Je suis parti de zéro. À un moment donné, j'ai fait ok, bon, on loue une salle dans 1 mois. Fait qu'on a loué le petit medley, on l'a loué 10 soirs de suite. OK. Puis je suis arrivé avec 1h15 de nouvelles jokes complètement, puis on part à zéro. Puis le lendemain, je faisais mon premier show au Théâtre Maisonneuve devant 1500 personnes, puis c'était full pin tout le long, bang, 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 encore de tour. Puis le lendemain, j'étais devant 16 personnes avec mes notes en faisant ça, oui, non, ok. Ben, fait que tu sais, il y avait un gauge, mon gars, là, qui était hallucinant, là. Tu sais, je passais d'un show rodé au quart de tour que je peux faire dans mon sommeil à des gribouillis sur des post-it puis des feuilles puis du monde qui me regarde en disant quoi qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais pas tes numéros, tu sais. Fait que c'est là, je te dirais que le stress du il faut que j'accote ça a embarqué. Mais c'est en même temps, ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est quand j'ai décidé, regarde, le deuxième show va avoir l'air de ce que t'es en ce moment, de ce que tu vis en ce moment. Puis utilise ce stress-là que t'as pour écrire le deuxième show. Puis ouais. Dans le fond, le deuxième show, c'est ça le thème principal du show, c'est que le show s'appelle Une belle soirée parce que moi j'ai découvert à travers tout ça, puis en me tapant sur la tête, puis en me creusant, en écrivant, puis en stressant, j'ai réalisé que moi ma job dans la vie c'est de faire passer une belle soirée aux gens. C'est juste les gens se déplacent,
C'est vrai. Puis ils veulent juste rire, ils veulent juste avoir du fun. S'il y en a que ça rejoint, s'il y en a que ça rejoint pas, s'il y en a qui se reconnaissent, s'il y en a qui se reconnaissent pas, rendu là, c'est au public, ça. Moi, mon travail, c'est de faire du mieux que je peux pour que les gens qui viennent voir le spectacle passent une belle soirée. Point final. Mais tout ça, ce thème-là, cette idée-là est venue d'un 3 mois où je faisais comme, je serais jamais capable d'écrire le deuxième, je serais pas capable. Ouais. Ça sera jamais, mon deuxième sera jamais aussi bon que le premier. C'est impossible. Ouais. Puis là, je faisais mon premier, puis là, ça rentrait tout le long. Puis là, le lendemain, comme je te dis, j'étais devant 16 personnes, assis sur un tabouret. Puis là, je sortais du deuxième en disant, c'est impossible. C'est absolument impossible. T'as-tu vu, hier, le monde hurlait, puis là, le monde me regarde en se disant, ça achève-tu, là, parce que pour vrai, c'est plate, là. Ah ouais. Tu sais, fait que je faisais les deux en même temps. Fait que c'est là que j'ai fait, tu sais, à un moment donné, puis quand j'ai abandonné ça, quand j'ai fait, garde, fais-toi confiance, là. Puis à la limite, parle de ça. Parle du fait que ça te stresse. Parle du fait que tu sais pas vraiment où tu t'en vas avec ça. Puis ça a donné un show qui est, je pense, beaucoup plus personnel, beaucoup plus... qui est très proche de moi, ce deuxième show-là. Authentique, en fait. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais qui représente bien l'humoriste que j'étais quand j'ai écrit ce deuxième show-là, qui est même plus l'humoriste que je suis aujourd'hui, tu sais. Ouais. C'est pour ça que moi, on m'a demandé souvent, tu sais, après la pandémie, est-ce que tu vas changer des affaires dans le show? C'est sûr qu'il y a des affaires que je vais changer pour être à jour. Mais pour moi, c'est important que le show reste le show qui a été écrit par la personne qui l'a écrit il y a 2 ans déjà, tu sais. Ouais. C'est comme une toune, tu sais. Il y a plein de bonnes tounes qui ont été écrites dans les années 80 que tu regardes aujourd'hui, tu changes ça par ça, tu changes le téléphone par cell phone. Non, Colin, c'est un téléphone. Quand la toune a été écrite, c'était ce contexte-là. Puis c'est pour ça qu'elle est encore bonne aujourd'hui. C'est pour ça que moi, mon one-man show, je veux le garder comme il a été écrit, même si il y a certaines affaires qui sont plus vraies pour moi, pour Simon, la personne, là. Si c'est des affaires qui sont plus en contexte social puis qui ne fit plus avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est sûr que je vais les enlever. Mais il y a plein d'affaires dans le deuxième show que c'est un plat, je te parle de ça puis je l'ai pas fait depuis mars, là. Je sais qu'il y a plein d'affaires dans le show, qu'il y a des thèmes qui me rejoignent plus, j'ai changé d'idée là-dessus ou je vois plus ça de la même façon. Mais je vais le faire de la façon qui a été écrit pour faire honneur à la personne qui l'a écrit. Parce que je sais que l'humoriste qui a écrit ce show-là, c'est un humoriste qui était stressé, qui était nerveux, qui voulait pas décevoir, qui voulait amener le monde ailleurs. Puis pour moi, c'est juste rendre honneur à qui j'étais il y a 2 ans de faire le show comme il a été écrit. Mais surtout que... Ouais, vas-y. Surtout que ça devait pas être facile parce que, tu sais, comme tu disais, le premier show, c'était comme tout ce que tu avais fait depuis le début de ta carrière. Puis là, les meilleurs bouts, mettons. Puis là, après, t'arrives au deuxième show que t'écris en même temps. Puis là, tu te compares, veux pas, avec le premier show parce que tu veux avoir au moins le même succès, sinon mieux, tu sais. Fait que ça devait vraiment pas être facile dans ces temps-là. Ah non, moi, puis j'ai appris beaucoup pendant ces deux... pendant cette année-là, je te dirais, où j'ai comme chevauché les 2 shows, là, où j'ai fait la fin du premier puis le début du deuxième en même temps, que j'ai appris plusieurs choses sur moi, mais aussi plusieurs choses sur mon métier, comme il y a une limite aussi, tu sais, tu peux pas... Moi, c'est mon obsession, l'humour. C'est pas un passe-temps pour moi, c'est une obsession, là. Je suis obsédé par ça. Puis l'obsession, ça fait en sorte que oui, tu vas travailler sans cesse puis que ça va donner un bon résultat, mais tu peux aussi te rendre malade avec ça. Ouais. Puis moi, je me suis rendu malade en faisant ces 2 shows-là. Ils sont venus à un moment donné... en rodage. Réal Bellan, il faisait un show où il suivait des humoristes en rodage. Puis moi, ils m'ont suivi pendant le rodage de mon deuxième. Okay. Puis c'était en plein dans le bout là, où le deuxième, je commençais à avoir de quoi. Là, je commençais à travailler... Mais évidemment, ça avait pas le 10e des rires que j'avais dans le premier one-man show, que je faisais encore presque 4 fois par semaine. Tu sais, je faisais lundi, mardi, je faisais mon deuxième, puis mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je faisais le premier. Fait puis il y a une scène là-dedans, je sais pas si c'est encore disponible, là,
Mais là, ils viennent me voir à 2 shows. Puis le premier show qu'ils viennent me voir, c'était au Medley. Je rodais mon deuxième show au Medley. Puis écoute, je fais une crise de panique après. Là. Je suis... Ah ouais? Puis moi, j'ai pas tant de souvenirs de ça. Je me rappelle pas de cette soirée-là. Puis quand j'ai vu les images, puis j'étais avec ma gérante. Puis je l'ai regardé en disant, tu me laisses plus jamais arriver à ça. Là. Tu me laisses... Ce que j'étais blanc comme un drap. J'étais démoli. J'étais terrifié, je savais plus où je m'en allais, j'avais peur. Puis j'ai fait ça, là, tu me laisses plus aller là. Parce que je sais que si c'est juste de moi, je vais me rendre là à chaque fois parce que je suis obsédé. Je suis complètement obsédé par ça. Fait que j'ai dit à ma gérante, ce que tu vois là, la couleur de peau que j'ai là-dessus, je veux plus jamais l'avoir sur ma face. Fait que c'est pour ça que pour les prochaines fois, on va refaire le même principe. Je vais encore travailler le prochain pendant la fin du précédent. Je vais toujours faire ça. Mais j'ai appris à le faire de façon saine. Parce que la première fois, je l'ai pas fait de façon saine. Je me suis rendu malade avec ça. Ouais. Puis je veux plus en arriver là parce que moi, mon métier, c'est ce que j'aime le plus. Puis j'avais plus de fun à le faire. Je montais sur scène puis j'avais pas de plaisir. Autant à faire le premier. Quand je faisais le premier, ça me faisait juste me penser à quel point mon deuxième était pas bon. Puis quand je faisais le deuxième, je voyais juste les gens qui avaient l'air déçus. Il y a des gens, gens qui ont vu mon premier le mercredi, puis qui ont vu mon deuxième le lundi d'après, puis qui ont fait ta minute là, c'est pas la même affaire là. Ouais. Puis ça je le sentais, puis comme je disais au début, moi de décevoir les gens, surtout les gens qui me suivent, puis qui me supportent, puis qui parlent de moi, puis qui font en sorte qu'il y a de plus en plus de monde qui me découvre. C'est les gens, ça. C'est les gens qui parlent de moi qui font en sorte que... Parce que je suis pas à TV, je fais de la scène, c'est juste ça que je fais. Fait que, Par choix? Oui, oui. Mais fait que si mon public grandit, c'est parce que c'est mon public qui le fait lui-même grandir. OK. Fait que moi, je leur dois beaucoup à ces gens-là. Puis quand je sens que je les déçois, ça m'atteint à un autre niveau. Fait que je vivais ça, tu sais, pendant cette année-là, je vivais de la déception et de la honte puis j'ai appris beaucoup de ça, puis je vais mettre ça en action pour la prochaine fois là, que je vais être dans la même situation. De où ça devient justement cette obsession-là, puis cet amour si grand, sachant que tu es quelqu'un qui est gêné puis qui est anxieux, 90% du monde, le pire cauchemar, ça serait d'aller sur scène, mais toi, c'est viscéral de le faire. Ça devient d'où, ça? Viscéral. Oui et non. OK. J'ai pas besoin de monter sur scène, moi. C'est pas quelque chose. Puis il y a beaucoup d'humoristes, des fois t'arrives dans un show pis ils sont comme ça fait 3 semaines j'ai pas fait de show là, et là faut que je monte sur scène. Moi chaque fois que j'entends ça, je suis comme je comprends pas ce feeling là de faut que je monte. Moi j'ai pas besoin là. J'aime vraiment beaucoup ça, mais c'est pas un besoin pour moi. Pendant la pandémie, moi je m'amuse là en ce moment là, c'est tranquille là, j'étais avec ma blonde puis on découvre des nouvelles affaires, j'ai pas le sentiment de Colin, je sers à rien en ce moment, tu sais. OK. C'est quelque chose que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis c'est quelque chose qui... Moi, longtemps dans ma vie, dans ma jeunesse, je me suis pas senti bon dans rien. Tu sais, moi, je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune. Je suis pas bon dans aucun sport, tu sais. J'ai pas de talent, vraiment. Il y a des sports que je me débrouille plus, là. Mais à l'école, j'étais pas bon. Dans le sport, j'étais pas bon. Fait que je me suis jamais senti bon dans quelque chose, moi. Et quand j'ai commencé à me trouver bon dans ce métier-là, quand j'ai commencé à faire comme Colin, je pense que j'ai un talent là-dedans. C'est là que l'obsession est comme partie en disant, bon, probablement qu'inconsciemment, je me dis jusqu'à quel point, jusqu'où je peux me rendre, tu sais. Ouais. Mais c'est pas un besoin, tu sais. C'est pas... J'aime juste vraiment, vraiment, vraiment beaucoup ça. Ouais. Mais de là à dire... Mon obsession vient plus du fait que je veux juste être le plus drôle possible, tu sais. Fait que je pense que j'ai un bel équilibre d'obsession mais pas mais en même temps de garder ça léger, de savoir que c'est avant tout mon métier, c'est avant tout faire passer une belle soirée aux gens, c'est pas plus important que ça. Je suis pas plus important que n'importe qui dans la vie. Ouais. Je mérite pas l'attention que j'ai. Ouais.
moi, tu sais, je me vois pas. Pour moi, la célébrité, c'est pas quelque chose qui est important pour moi. Ça a pas. C'est le fun parce que ça fait en sorte que les gens se déplacent, que je peux jouer devant des gens, que ces gens-là me font découvrir d'autres personnes, puis ça me rend fier. Mm-hmm. Mais moi, de rentrer dans un restaurant puis de sentir que les gens me regardent, Ouais, t'aimes pas ça. C'est pas ton trip, là. c'est pas mon trip. Ouais. Pour Ouais, vrai. Ouais. Puis, fait que ça, je pense que ça fait en sorte que je fais mon métier pour les bonnes raisons, parce que j'aime vraiment ça. Ouais. Puis tu le vois, les gens qui font ce métier-là pour la mauvaise raison. Tu le vois tout de suite, les Effectivement. gens qui veulent juste être reconnus, puis qui veulent être sur le monde de stars, puis qui veulent être qui veulent prendre des photos, puis ça paraît tout de suite. Moi, je le vois, ça paraît. Tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que je pense que j'ai un bel équilibre, dans le sens que j'ai pas besoin de le faire. C'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire. C'est quelque chose que j'aime juste vraiment, 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 vraiment beaucoup faire. Ouais. Fait que je pense que c'est ça l'équilibre de... Ouais. Puis t'en consommes aussi beaucoup, tu sais, t'es reconnu quand même pour être... Ben, c'est ça. Tu sais, j'aime... Audio, dans ton auto, puis... Ouais, ben, tu sais, évidemment, quand je vais regarder beaucoup aussi des albums, quand ils sont disponibles en vidéo, j'aime ça les regarder aussi, évidemment, là. Ah ouais. Je sais pas, il y a de quoi, je trouve... Je sais pas, pour moi, c'est dur à expliquer. Pour moi, une bonne joke, pour moi, c'est aussi impressionnant qu'un bon coup aux échecs. Tu sais, mettons, quelqu'un qui fait un bon coup aux échecs, t'es comme... Ouais. Ah, il a pensé à ça, là. Puis là, Ouais. C'est il fort, a amené l'autre, il l'a amené dans son piège. Moi, quand je vois quelqu'un faire une bonne joke, là, ça me fait le même feeling. Je suis comme, je sais pas c'est quoi. Je sais pas d'où ça me vient. Je sais pas pourquoi ça me fait vibrer tant que ça. Je trouve ça intelligent. Moi, l'intelligence, ça m'attire. Je trouve ça... C'est indescriptible l'effet que ça me fait quand j'entends vraiment un gag que je fais, OK, ça, là, faut être brillant pour penser à ça. Ouais. Puis ça me fait vibrer. C'est comme entendre... Tu sais, il y a des gens qui c'est une bonne tune, il y a des gens qui c'est un bon riff de git. Ouais. Tu sais, des gens qui jouent beaucoup de guitare, qui vont faire comme, je peux pas croire qu'il a pensé à cette mélodie-là. Moi, je peux pas croire qu'il a pensé à ce gag-là. Ouais. Ça, Ça c'est me ton fait truc. triper. Ouais. C'est ça. Nice. Ça me fait triper. Ouais, je comprends. Mais tu l'as-tu découvert tard que c'était... Tu sais, que l'humour, à quel point t'aimais ça? Oui. Moi, j'étais pas, tu sais, je consommais de l'humour avant de faire de l'école de l'humour. Je consommais de l'humour pas plus que n'importe qui, là. C'était pas... puis même moi, quand je rentrais à l'école de l'humour, là, c'est parce que je savais pas quoi faire, là. Tu sais, c'était pas une passion. Ça s'est passé comment? Ben, moi, mes parents sont médecins. Mes deux parents sont médecins. Puis quand j'étais au primaire, au secondaire, le but ultime dans ma tête, c'était de devenir un médecin parce que c'est tout ce que je connaissais. Ouais. Puis quand j'ai réalisé que ça arriverait pas, parce que, j'avais pas les notes, mais j'avais surtout pas le désir ou la volonté ou la passion là-dedans, je me suis retrouvé devant rien parce que j'avais jamais exploré rien d'autre, tu sais. Je me suis retrouvé début vingtaine à faire comme, OK, bon, ben, j'avais un plan A, j'avais pas de plan B, mon plan A ne fonctionne pas. Fait que là, faut que je me trouve un plan B, mais pas dans 3 ans, là, parce que je ferai pas rien de ma vie indéfiniment, tu sais. Ouais. Puis c'est là que je me rappelle même pas si je suis tombé sur l'école de l'humour, si quelqu'un m'en a parlé, je me rappelle pas pourquoi je me suis inscrit aux auditions. Mais moi, quand j'étais accepté, là, c'était pas comme, j'ai trouvé ma vocation, là. C'était comme, bon, OK, là, j'ai 2 ans. Tu sais, l'école, c'est 2 ans, là. Fait que là, j'ai 2 ans, j'ai de quoi à faire pour 2 ans. C'était juste j'ai quoi à faire. 100%. 100%. Puis même moi, j'ai commencé à faire... Quand je suis sorti de l'école, j'ai fait de la scène pendant peut-être pas tout à fait 1 an. Puis moi, après ça, j'ai travaillé en pub. J'ai été concepteur publicitaire pendant 2 ans. C'est arrivé après l'école, Après, ça? ouais. Ouais, c'est arrivé après. ta carrière en pub? C'est arrivé après. Puis j'ai eu une opportunité de rentrer dans une agence de pub. Puis ça avait l'air d'une super belle opportunité. Puis même moi, comme je te dis, à ce moment-là, le stand-up était pas... C'était pas ma passion, là. T'es pas en amour avec l'humour à l'école, là? Moi, je suis tombé en amour avec le stand-up. Quand j'ai vraiment découvert le stand-up américain, là, quand j'ai découvert vraiment comment ailleurs ça se faisait, parce qu'à ce moment-là, tu sais, c'était encore très... tu sais, le stand-up québécois, ça fait pas longtemps que ça existe. Tu sais, moi, quand j'ai commencé, c'était le début de quelque chose. Mais c'était encore très monologue, c'était encore très... Tu prends un sujet, tu l'étires. Le stand-up, comme on le voit aujourd'hui, ici, ça n'existait pas il y a 10 ans. Là. Okay. Peut-être il y a 15 ans, mettons. Là.
Puis quand moi j'ai découvert ça, quand YouTube est arrivé, quand name it, toutes les plateformes de streaming, quand soudainement là j'ai eu accès à ce qui se faisait ailleurs, puis de voir que ok, ailleurs ils font ça vraiment différemment, puis je suis comme Colin, ça me parle. Ça me parle plus. On dirait qu'ils n'ont pas. Au Québec, il y avait beaucoup de. Il y avait une grosse retenue, je trouvais. C'est important que le monde t'aime, c'est important. Il est fin, il a l'air fin. Aux États-Unis, ils s'en calissaient, mais total. C'est vrai, ça. Ouais. Puis, c'est encore ça au Québec, là. Je veux dire, c'est encore. Définitivement. C'est encore très important d'avoir l'air d'être une bonne personne. Le capital de sympathie. C'est extrêmement important. Puis, même moi, pour moi, c'est important quand je vois un humoriste ou un acteur ou un chanteur ou un politicien, peu importe. Pour moi, c'est important que ça a l'air d'une bonne personne. Parce que je suis québécois, puis c'est probablement que c'est dans nos gènes ou dans notre mentalité. Sauf que quand j'ai réalisé qu'il y avait un peu de place aussi pour essayer de pas juste plaire, tu sais, de créer quelque chose, puis de comprendre que là, on était dans une phase de l'humour où les humoristes disaient toujours le public veut pas ça, le public veut ça, le public veut ça, le public veut pas ça. Puis là, à un moment donné, tu fais attends une minute, là, le public il prend ce que tu lui donnes. Là. L'humour, c'est à nous de le changer, c'est pas au public. Là. Le public dira jamais excusez, j'aimerais ça que ça soit peut-être un peu plus. Non, public, tu lui donnes des affaires, il rit ou il rit pas, mais c'est pas à lui de faire comme hey, ça vous tente-tu de travailler un peu plus ça? Mais non. Fait que là, on se retrouvait une gang à faire comme moi non, le public aimera pas ça. Ouais. Peux-tu l'essayer avant? Peux-tu voir, mettons, s'il l'aime ou s'il aime pas ça? Fait que c'est là que moi, dans ma génération, le stand-up américain est devenu de plus en plus populaire puis de plus en plus inspirant, justement par ce côté-là, plus d'authenticité et non de aimez-moi. C'est plus aimer ce que j'ai à dire, aimer mes jokes. Fait que moi, je pense que c'est là que j'ai vraiment fait OK, ça, j'aime ça. Là. Ça, de monter sur scène et d'avoir à te prouver au lieu juste de monter en espérant que le monde t'aime, c'est un défi qui est le fun. C'est un défi qui est plus stimulant que j'espère qu'ils vont m'aimer. Puis sur scène, bonjour, allô, ça va bien? Ah, bonjour madame. Ah, c'était là, évidemment, j'exagère, là, je caricature, là, c'était pas de même, là. Mais il y avait cette notion-là qui était très importante. T'sais. Est-ce que les gens aiment? Est-ce que les gens vont t'aimer? Puis le stand-up américain nous a appris à moi et à ceux avec qui j'ai commencé. Puis tu sais, j'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui ai inventé le stand-up. Quand j'ai commencé, moi Guillaume Wagner est une année avant moi de l'école. Puis je me rappelle que moi, c'était comme c'était mon idole, là. C'était comme ce gars-là, il fait quelque chose de tellement différent, il y a une façon d'aborder l'humour que j'avais jamais vu, puis qui m'a énormément inspiré. Okay. Puis fait que c'est tous ces gens-là, là, c'est cette génération-là qui ont comme changé l'humour, puis qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand tu vas dans des open mic, ben c'est ça, c'est pas des gens qui viennent avoir leur petite dose d'amour, c'est des gens qui viennent travailler. Ouais. C'est ça qui est le fun à voir. C'est vrai. Puis c'est pour ça que l'humour est, selon moi, meilleur et plus difficile que quand j'ai commencé. Moi, je le dis souvent que si je commençais aujourd'hui, je miserais pas nécessairement sur moi. Là. Moi, j'étais chanceux. J'étais arrivé dans une phase où ma génération avait le goût de changer un peu, qu'on s'en allait ailleurs. Puis plus ça allait, plus Colin, la qualité augmentait. Là. Tu regardes la qualité aujourd'hui des shows comparément à quand j'ai commencé, ça n'a rien à voir, mon gars. Là. Avant, là, tu sais, aujourd'hui, faire ta place, te démarquer, là, c'est tough. Bonne chance, là, parce que faut travailler, là. C'est très faisable. Très, très faisable, mais ça prend beaucoup plus de travail que quand moi j'ai commencé. Mais pourtant, toi, tu as visiblement mis énormément de travail parce que pour avoir la précision et l'efficacité que tu es reconnu puis que tu as maintenant, oui, il y a une partie de talent, mais c'est quoi l'autre partie? C'était-tu le travail? C'était-tu l'acharnement? Ben, je pense que tout ça part un peu de l'obsession là, que je te parlais tantôt, mais je pense... Je pense que dans les 10 dernières années, il doit pas y avoir beaucoup d'humoristes qui ont fait plus de shows que moi.
Il ne doit pas en avoir beaucoup. Ah, voilà. Ouais. Fait qu'il est peut-être là le secret. Il ne doit pas en avoir beaucoup. OK. Parce que pour moi, c'était pas... C'était tout ce que j'avais. Tu sais, moi, c'est récent là, que je suis un peu plus à la télé, que je fais des entrevues. Moi, j'ai été longtemps là, dans l'ombre, là, tu sais, puis moi, ça me plaisait. Là, tu sais, je veux dire, c'était pas... En même temps, je me demandais un peu quand est-ce que ça allait embarquer, quand est-ce que la machine allait partir. Mais tu sais, moi, j'ai pris très tôt dans ma carrière la décision de me faire connaître par la scène. Puis je savais que le prix à payer pour ça, c'était de faire beaucoup de scènes. Puis après, une fois que tu en as fait beaucoup, ben là, tu en fais encore plus. Puis une fois que tu en as fait vraiment beaucoup, ben tu commences à en faire un petit peu. Puis là, après ça, tu t'en recommences, puis tu en fais encore plus après. Puis une fois que tu en as fait beaucoup, puis tu dis, OK, là, je n'ai fait beaucoup, ben tu en fais encore, puis encore, puis encore. Tu comprends? Ouais. Parce que quand tu décides de te faire connaître par la scène, c'est le bouche-à-oreille 100%. Fait que si moi, j'arrive dans un show, puis que je suis pas le meilleur, ils vont pas répandre. Ils vont pas répandre. Ouais. Mais si j'arrive, puis le monde font, ah boy, attends 2 minutes, puis tranquillement pas vite, puis là après, c'est sûr que le numéro du CrossFit a aidé, là. Je suis pas en train de dire que c'est sûr que ça m'a donné une visibilité énorme, puis de rejoindre des gens de façon exceptionnelle. Mais pour moi, c'est important que ça soit par la scène que ça passe tout ça. Parce que c'est ça que j'aime faire. Puis moi, le plus important, moi, je suis un humoriste de scène. Puis quand les gens se déplacent pour venir dans ma salle, ils viennent me voir dans l'environnement où je suis le meilleur. Okay. Pour moi, ça, depuis le début de ma carrière, c'était le mandat que je me suis donné. Les gens qui viennent dans mes salles, ils viennent pas voir le gars qui ont vu à la TV, ils viennent pas voir le gars qui ont vu dans le film, ils viennent pas voir le gars qui ont entendu à la radio, ils viennent me voir parce qu'ils me connaissent en tant qu'humoriste de scène, puis ils ont le goût de passer une soirée avec cet humoriste-là, qui ont entendu parler ou qui ont vu un extrait ou qui ont ça. Pour moi, ça, c'était primordial. Ouais. Mais ça a fait en sorte que ça a été justement long, puis qu'il a fallu que je fasse beaucoup de shows, puis que je travaille fort, puis que je veuille toujours être le meilleur sur le show. À chaque show que je faisais, il fallait que je sois le meilleur, il fallait que je sois celui qui ressorte. Parce que tu peux pas dire je veux me faire connaître par la scène puis travailler à moitié. T'es pas honnête avec toi-même, puis tu vas trouver le temps long. Là. Mais tu t'es amélioré comment? Parce que on dit mettons pour t'améliorer en écriture, ben il faut que t'écrives. Mais tu sais, toi, vu que t'écrivais pas nécessairement papier, t'as fini par t'améliorer dans ta tête? Je le faisais avant quand même. Là, écrire sur papier, je le faisais au début de ma carrière. C'est en faisant des shows, man. Il n'y a pas de Christy de secret. Tu finis par comprendre de quoi à un moment donné tout seul, quasiment? Ben, c'est comme à un moment donné, tu développes des réflexes, tu développes une mécanique, tu développes une mémoire musculaire, une mémoire... Tu sais, t'as beau le faire 3000 fois chez vous devant ton miroir, puis en répète, puis quand t'arrives devant les gens, si t'es pas en contrôle, si t'es pas confiant, si t'aimes pas ce que tu viens présenter, t'as beau l'avoir pratiqué 1000 fois, mon gars, ça change rien. Là. Faut que tu développes une confiance puis une assurance qui va devenir contagieuse, puis ça, il n'y a pas de secret, là. C'est en faisant, puis en faisant, puis en faisant, puis en faisant, là. Tu sais, moi, j'étais un gros... Tu sais, j'aime beaucoup le golf, mettons. Puis c'est un des meilleurs comparatifs, là. Tu peux lire tous les livres de golf, regarder toutes les émissions de swing, puis de regarder des vidéos. Ouais. Une fois que tu as le bâton dans les mains, puis tu as la balle devant toi, c'est un autre game, là. Ouais. Fait que t'as beau connaître la technique à 100%. C'est pour ça que pourquoi les meilleurs coachs au monde de golf sont même pas professionnels, parce que c'est un autre game quand t'arrives sur le terrain et t'as la balle devant toi, là. C'est un autre game. T'as beau connaître la technique à 100%, connaître exactement, pouvoir prendre un pro puis dire si tu changes ça, ça va tout changer puis que ça marche. Mais quand toi t'arrives avec ta balle, ton bâton, ta pression, les gens qui te regardent, c'est un autre game. Fait que c'est la même chose en humour. T'as beau travailler puis écrire puis réécrire, tant que t'as pas fait cette joke-là devant du monde que tu connais pas, qui ont payé, puis qui sont comme, là, fais-moi rire, parce que moi, je suis ici pour rire, je te connais pas, t'es pas un ami, t'es pas dans ma famille, je te dois rien, fait que fais-moi rire. Ouais. Puis ça, c'est juste en le faisant, puis en remontant, puis à un moment donné, tu développes
Comme je te dis, c'est une espèce de mémoire musculaire, de mémoire de tu rentres dans une espèce de mood, une espèce de zone que tu développes avec le temps, avec les représentations, puis les shows. Il n'y a pas de secret. Moi, j'aimerais revenir sur... Tantôt, tu parlais par rapport à la réaction là, de ton numéro sur le CrossFit, que tu sais, le monde, il venait te voir, puis là, il s'attendait à ce que tu cries, mettons, et que tu bouges beaucoup, puis tout ça, puis tu dis que c'était pas ton jeu à toi. Nous, on a reçu, sur le podcast, on a reçu JC Surette et Preach, puis les deux, ils ont dit la même affaire, comme quoi qu'ils étaient vraiment impressionnés par ton personnage de scène, mettons, puis ton jeu, parce que justement, ils comprenaient pas comment tu faisais pour faire autant rire en étant calme, en parlant pas trop fort, en étant très relax. Fait que comment toi tu définirais ton personnage, mettons, de scène? Comment? Comme je te dis, je pense que il y a rien. C'est ça qui est bizarre, puis qui est difficile pour moi d'expliquer, c'est qu'il y a rien de tout ça qui est pensé comme tel. Tu sais, quand tu regardes mon show ou des numéros, la façon que je bouge sur scène, ça n'a jamais été pensé d'avance. C'est comme ça que c'est sorti. Un soir, c'est sorti de même, ça rit. Je m'en suis rappelé, le lendemain, je l'ai refait de la même façon, ça rit encore le lendemain. Fait que là, je fais OK, ça. Fait qu'il n'y a pas, je sais pas, ce style-là s'est développé avec le temps. Puis j'ai fait tellement de shows que j'ai appris à jouer avec le rythme, j'ai appris à jouer avec le silence, j'ai appris à jouer avec l'énergie, j'ai appris à faire, à jouer, à surprendre le monde, à essayer de les amener ailleurs pour boum les amener ici. Il n'y a rien de tout ça qui est nécessairement réfléchi, puis je place pas mes mouvements, je place pas... Je sais pas, j'ai développé, c'est un muscle que tu développes à un moment donné, puis qui c'est vrai là-dedans, c'est vrai pour les acteurs, c'est vrai pour les sportifs. Comme à un moment donné, ça devient, tu rentres dans une zone, puis j'ai pas de meilleure façon de l'expliquer qu'une mémoire musculaire. Maintenant, je sais comment réagir. Je le savais pas il y a 10 ans. Puis en faisant, j'ai développé cette capacité-là. Fait que je suis pas volontairement plus lent, je suis pas volontairement... Ça sort comme ça sort avec les forces puis les faiblesses que je me suis découvert en le faisant. Est-ce que juste parce que c'est toi, dans le fond? Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que, est-ce que, mettons, ton personnage de scène, en réalité, c'est juste vraiment toi? Tu sais, comme dans la vraie vie, quasiment? Ben, c'est moi, c'est pas moi. C'est une version exagérée de moi. C'est une version... C'est une version surexposée, c'est une version c'est caricaturale quasiment de ce que je suis, mais moi, dans la vie, je suis quelqu'un de gêné, je suis quelqu'un qui est un peu reclus, un peu à mes affaires, je suis pas... comme je te disais tantôt, je suis pas le genre à vouloir l'attention, je suis pas le genre à attirer l'attention, je suis même genre à faites vos affaires, faites comme si j'étais pas là, il y a pas de problème. Fait que sur scène, oui, c'est peut-être c'est moi parce que ça sort de moi, mais c'est pas qui je suis naturellement. Quand tu me rencontres dans la vraie vie, tu sais, quelqu'un qui suit pas du tout l'humour québécois, qui a aucune idée de qui je suis, qui me rencontre dans un souper d'amis, puis que je dis que je suis humoriste, il va faire... Ça fait 20 minutes, t'as pas dit un esti de mot, là. Comment t'es humoriste, là? Tu parles, là. T'es pas l'humoriste, mais donc classique. T'as l'air bête, t'as la face dans ton sel depuis 20 minutes, t'as pas dit un mot. Tu sais, ça c'est ma nature comme telle. Mais peut-être, cette gêne-là cache... Moi, je pense que... je me rappelle plus qui parlait de ça, mais il y a un humoriste qui parlait de ça dans une entrevue ou quelque chose, qui disait comme quoi, lui, quand il était jeune... il parlait pas. Puis moi, j'étais comme ça. Moi, quand j'étais jeune, je parlais pas. J'étais dans ma famille, dans mes amis, je prenais pas de place. Moi, je prends pas de place dans la vie. Puis je pense que ça,
ça a fait en sorte que j'ai développé un sens de l'observation aiguisée. Je pense que le fait d'être toujours en observation et de pas être celui qui hey non hey puis moi puis hey tout le monde ça a fait en sorte que tu peux me parler, moi je t'écoute pas mais je te regarde puis je vois des affaires puis ça, je me mets à réfléchir puis à trouver ça drôle. Puis ça fait en sorte qu'aujourd'hui je pense que c'est ça le gars sur scène c'est le gars dans ma tête quand je suis dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire gêné. Ouais. Puis quand je suis devant un public, mais c'est mon sens de l'observation, ça se traduit sur scène. C'est ça. Ouais, probablement juste ça. C'est le gars en dedans de moi, quand je dis rien, il y a un gars en dedans de moi qui parle, mais ce gars-là, il parle sur une scène. Ouais. Mais tu t'es jamais penché, c'est ça, comme tu disais, à hey, c'est quoi, mettons, tu sais, qu'est-ce que j'exagérais, ou etc. C'est juste arrivé tout seul quand t'allais pour dire tes affaires, mettons. Qu'est-ce que tu faisais? Ben, dans le sens que tu sais, mettons, des fois, on va se poser des questions sur notre personnage de scène, comment il est, à quelle partie de moi je vais exagérer. Mais toi, si tu, mettons, que tu t'es jamais penché là-dessus, t'es juste, quand t'arrives avec tes idées, ah oui, je l'ai fait. Okay. Ah, ben oui, non, tu regardes. Écoute, si tu regardes, mettons, tu prends des vidéos de moi, là, entre 2010 puis 2013, mettons, là. Puis tu peux voir, pas que ça existe, là, mais si tu pouvais voir des vidéos de moi pendant ces 3 années-là, tu pourrais dire exactement qui j'ai découvert cette semaine-là. Quel humoriste j'ai découvert parce que, ça c'est du Maron, ça c'est du Louis C.K., ça c'est du Bill Burr. Puis tu le vois comment ça m'a affecté à ce moment-là. Fait qu'il y a, mais c'est pas tout qui a collé, tu sais, c'est pas tout. Quand il y a des humoristes que j'adore, que je serais incapable de faire ce qu'ils font, ou ça me colle pas à mon... Ou je suis même pas d'accord avec ce qu'ils disent. Moi, Bill Burr, je trouve que c'est un humoriste extraordinaire. Je suis pas d'accord avec 90% de ce qu'il dit, tu sais. Mais je suis fasciné par sa façon de vulgariser des affaires, sa façon de tourner des affaires en drôle, de trouver la bonne image. Mais son style comme tel, je l'aime pas. J'aime pas ça. Je le trouve agressif, je le trouve cri. Mais c'est tellement un génie du gag que je suis pendu à ses lèvres, tu comprends? Je comprends. Mais du Bill Burr, c'est sûr qu'il y a un 3 mois où tu vois Simon Gouache faire du Bill Burr. C'est sûr que ça existe quelque part dans le monde, là, sur un tape ou un DVD quelque part, là. C'est sûr et certain. Parce que quand tu te cherches, c'est normal de t'inspirer des affaires, tu sais. Puis moi, j'en ai tellement écouté que je me suis laissé inspirer par plein d'affaires. Puis à travers ça, il y a des affaires qui ont collé, puis il y a des affaires qui ont... Tu sais, c'est niaiseux à dire, mais une recette, il n'y a pas infini d'aliments, là. Mais il y a infini de recettes, tu comprends? Ouais. Fait que tu prends... Oups! Et Seigneur, c'est correct? Il y a un petit drop. Mais... Mais... Ouais. Fait que... C'est ça. Fait que, ben écoute, fait que c'est ça, tu sais. Une recette, c'est... Tu peux prendre les mêmes ingrédients et faire 14 recettes différentes, là. C'est juste comment toi t'es mélangé. C'est ça, exactement. Ouais, je comprends. Exactement. Je comprends tout à fait. T'as-tu... justement, tu disais qu'il y en a que t'aimais, mais que ça te collait pas nécessairement. Mais c'était qui tes inspirations, globalement, quand t'as commencé ou maintenant? Je te dirais, pour plusieurs raisons... moi, je suis un gros fan de Marc Maron. Je trouve que c'est un humoriste absolument extraordinaire. Puis je pense que lui, ce qui m'a le plus inspiré, c'est de pas avoir peur d'être toi-même. Puis de pas avoir, puis de faire comme les gens vont te suivre à un moment donné. Quand les gens, si t'es honnête puis t'es original à un moment donné, les gens vont embarquer là-dedans. Puis de pas avoir peur de jouer avec le rythme, de pas avoir peur d'être différent. Je pense que lui a eu un gros impact sur ma mentalité à l'humour. Moi, quand j'ai découvert Sébastien Maniscalco, ça m'a énormément affecté parce que je me suis reconnu beaucoup. Je trouvais que c'était quelque chose qui ressemblait un peu à très physique, très axé sur l'idée, pas politique, pas engagé, il donne pas son opinion sur rien, c'est juste drôle. Ouais. Fait que ça m'a beaucoup affecté. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui n'ont pas été affectés
par Louis C.K. Je pense que c'est quelqu'un qui a amené, qui a rendu possible, puis tu sais, là, évidemment, on parle pas de ce qu'il a fait, là, on parle simplement de son humour, puis dans le temps où moi je l'ai découvert. C'est quelqu'un qui a réussi à faire du gars ordinaire quelqu'un de vraiment intéressant. C'est vrai, ça. Ouais. Moi, je trouve que c'est ça que C'est vrai qu'il fait c'est très le plus gros exploit de Louis C.K. C'est un gros monsieur, il est chauve, il est lettre, il parle mal, il est pas cultivé, mais il est tellement intelligent, son stock est tellement brillant et tellement bien que là, soudainement, il devient tout aussi populaire que quelqu'un qui est beau, athlétique et talentueux dans les sports ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que moi, c'est ça qui m'a beaucoup plus marqué. OK. Évidemment, tout ce qui est arrivé par la suite, c'est extrêmement dommage et c'est impardonnable. Mais si on parle vraiment du moment où je l'ai découvert, où il n'y avait pas l'ombre d'un scandale par rapport à ça, moi, c'est ça qui m'a le plus touché de ce gars-là. Sinon, écoute, il y en a comme trop pour se les nommer, mais je te dirais que les principaux, là, ceux qui ont vraiment eu un impact majeur, je te dirais que c'est eux. Ouais. Moi, je me demandais, parce que t'as longtemps roulé avec Louis-José Hood, tu faisais sa première partie, puis il a déjà dit dans une entrevue que vous êtes comme vraiment aidés les deux mutuellement, tu sais. Ouais. Est-ce que je me trompe en disant que les deux, vous étiez vraiment comme des gars genre super acharnés au travail, puis genre, tu sais, obsessifs, là? Ouais. Ben, c'était comment ça, cette relation? Tout ça obsessif que moi, mais ce qui est fantastique, Louis-José a été un gros impact dans ma vie. Ouais. Évidemment, pour le nombre de shows qu'il m'a fait faire. Puis, tu sais, moi, j'ai ouvert pour lui pendant 5 ans. Là, fait que, je n'ai fait des shows avec lui. Puis, il m'a appris à être un bon humoriste. Il m'a appris à être une bonne personne. Il m'a appris à être un bon professionnel. À travailler sérieusement, à travailler efficacement. Mais je pense que le plus gros impact que ce gars-là a eu dans ma vie, c'est quand j'ai réalisé qu'on n'avait pas du tout la même façon de travailler, la même méthode de travail. Ah ouais, c'est vrai? Lui, c'est le contraire. José, c'est un écriveur. Là. Il écrit, mon gars. T'as même pas idée. Là. Des pages. Ouais, j'avais entendu une affaire à la qu'il louait un bureau. Et des pages, mon gars. Là. C'est impressionnant. C'est hallucinant. C'est impressionnant. Avec des jokes, là. Ah, mon gars, t'as pas idée, là. Des pages et des pages et des pages et des pages, là. Ah, ça Il peut sortir, là. Tu sais, lui, il travaille, Louis-José, il travaille vraiment comme... C'est comme lui, c'est comme exemple, de midi à 3, là. Il est devant son ordi et il écrit des gags, mon gars, là. Il ira pas faire une petite game de NHL, là. C'est midi à 3, mon gars, il écrit des lignes et des lignes et des lignes et des lignes. Moi, c'est pas ma façon de travailler. Sauf que quand j'ai compris que lui et moi, on avait la même passion et on avait la même obsession pour l'humour de qualité, j'ai fait, gars, sais-tu quoi, fais-toi confiance. Parce qu'au début, je me sentais mal de pas écrire, tu sais. Ouais, ben ça doit. Au début, je me sentais mal, j'étais comme, pourquoi je suis pas capable, moi, puis regarde, c'est un choix que je fais, mais il va falloir que je vive avec, puis ça va faire en sorte que mon humour va être moins bon parce que je suis pas capable d'écrire. Puis quand j'ai côtoyé ce gars-là, puis j'ai fait, OK, je pense qu'on a la même, lui et moi, on a la même obsession, on a la même passion pour ce métier-là. On n'a juste pas la même méthode de travail, mais à partir du moment où l'étincelle ou le feu est le même, fais-toi confiance, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est ça, le gros impact que Louis-José, au-delà de tout ce qu'il m'a appris, que la liste est trop longue pour la faire, là, tout ce que j'ai appris de lui, ça, de faire confiance à ta passion, ça a été, je pense, la plus grosse leçon que j'ai appris de lui. Ouais. Parce que il est obsédé. Louis-José, c'est ça sa vie, là. Complètement. Tu sais, il y en a, tu sais. Puis je dénigre pas. Je suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui disent que c'est leur vie puis que ça l'est pas pour vrai. Mais c'est facile de dire que l'humour, c'est ta vie. C'est facile. C'est beau à dire. Ouais, c'est ma vie. Quand c'est ta vie, là, c'est quelque chose, là. Ouais. Tu sais, puis quand tu côtoies quelqu'un comme ça, puis que tu fais, OK, non, lui, c'est sa vie, là. C'est pas son passe-temps, c'est pas juste son métier, c'est pas sa job, c'est sa vie, là. Il ne vit que pour ça, là.
Puis moi, je me suis reconnu là-dedans, puis ça Ouais. m'a donné énormément confiance. Ben, Ok. c'est ça, ouais. C'est Mais pour ça que je disais. c'est ça, tu sais. Ouais. Ok. C'est pour ça que je disais que vous Fort. aviez l'air de deux gars comme ça. Puis tu sais, tu dis que il fait pas des games de NHL, mais avant les shows, à la scène, vous jouez au hockey cousin. Ouais, non, mais ça, c'était notre petit rituel avant. Ouais. Non, mais c'est dans le sens que, tu sais, c'est plus pour dire que quand il s'assoit pour écrire, Ouais. puis quand il travaille, Il travaille, il ouais. travaille, puis il est à 100% concentré, à 100% impliqué. Ouais. Puis c'est le gars qui met le plus d'heures sur son travail. Peut-être avec François Bellefeuille. Moi, j'ai fait l'école avec François Bellefeuille, puis lui aussi, c'est un écriveur. Là. Il écrit beaucoup, Ok. puis Ouais. il passe beaucoup de temps. C'est un gars qui est extrêmement travaillant. Je te dirais que c'est les deux plus gros, là, tu sais, vraiment travaillant, là. Mhm. Je te dirais que il faudrait que plusieurs humoristes passent 1 heure avec là, pour voir ce que ça prend. Là. Ah Parce ouais. que, comme je te dis, c'est facile de dire « Hey, moi, j'écris toute la journée. » Attends une minute, là. Ouais, Il y fais ça en a qui pendant écrivent, un- il y en a qui écrivent toute la journée, mon gars, là. Puis pas... Oh ouais, non, j'ai commencé à 8 heures à matin. Non, lui, là, il est de 8 heures à 4 heures, il est devant son ordi à écrire des gags, là. Fait pas autre chose, là. C'est débile. C'est pas comme... Ah, non, c'est... Ouais. Travaillant... C'est hallucinant. C'est pour ça... C'est pour ça que c'est important de trouver ta façon de travailler, parce que c'est ça qui drive ton travail, dans le fond. Mhm. Ça devait être vraiment inspirant de travailler avec lui aussi. Ça, tu sais. Ben, juste, c'est ça, Motivant, c'est juste puis- de voir, mais c'est surtout Ouais. que, tu sais, puis je pense que le signe pour moi, numéro 1, que autant, tu sais, pour moi, François Bellefeuille puis c'est un très très bon ami à moi, fait que je le connais, tu sais, je le connais beaucoup plus en dehors de la scène que par la scène. Puis pour moi, ces deux-là, c'est extrêmement inspirant de voir à quel point ils vont jamais se contenter du rire. T'sais, Louis-José n'a pas besoin de mettre le travail qu'il met. Il n'a pas besoin. Ça Ouais. rirait. Peut-être Anyway, même là. autant, ouais. Le monde sera content de le voir. Il n'a pas besoin de mettre le travail. Il le met parce qu'il est obsédé. Il met ce travail-là parce qu'il veut être le meilleur possible. François Bellefeuille, mon gars, je l'ai vu travailler des numéros, là, se casser la tête sur des numéros là, qui faisaient hurler de rire. Là. Ça hurlait de rire. Là. Ça criait, ça pleurait, puis lui était comme, il manque de quoi là? Il manque de quoi ici? T'étais comme, t'avais le goût de dire, François, le monde, il n'y a plus de place au rire. Non, il manque de quoi ici? Ça, là, ça, c'est la passion. Ça, c'est pas... Il n'y a pas besoin de te faire ça. Il n'y a plus besoin. Le monde rit. Le monde l'aime. Le monde va le suivre. Mais parce que c'est des passionnés, parce que c'est des obsédés, ils vont toujours trouver ce qui manque. Ouais, ouais. Puis c'est ça la différence entre quelqu'un qui aime ça et quelqu'un qui est obsédé. Hmm. Voilà. Très cool. Moi, j'ai une dernière question qui... ben, c'est personnel parce que moi-même, je commence, puis je pense qu'il y a bien du monde qui écoute notre podcast aussi qui commence, puis je suis curieux de savoir si tu as des conseils ou des affaires. Mettons, tu dirais quoi à quelqu'un qui commence? Mettons, des conseils, des trucs à pas faire, des Fais-en. trucs à faire. Fais-en. Faut juste en face. Honnêtement, c'est tellement niaiseux à dire, mais il n'y a pas de secret, mon gars. C'est Ok. de monter sur scène Hmm. à chaque fois que tu peux. Ouais, Il ouais. n'y a aucun mauvais show. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun show qui sert à rien. Il n'y a aucun show gaspillé. Mais en sac, il y a combien de monde dans la foule, puis c'est quoi la moyenne d'âge? Il n'y a aucun show gaspillé. Le but, c'est de monter, puis de monter, puis de monter. Puis, en bout de ligne, là, c'est la chose la plus importante. Ouais. Après ça, je pense que c'est un métier qui peut être très dur sur l'orgueil. Donc, je pense que c'est très important quand tu commences dans ce milieu-là, puis de travailler sur ton orgueil, puis de te faire une petite introspection, puis de te demander si comment je dirais ça?
C'est ça, c'est de faire une introspection puis une auto-analyse de soi en disant, bon, comment je vois ma carrière, comment je vois ça aller, puis de vraiment mettre ton ego de côté, parce que c'est un métier qui va autant te donner les plus gros highs que tu n'as jamais vécu, qui va autant te donner tes plus gros lows que tu n'as jamais vécu, mon gars. Puis les highs sont le fun, mais les lows, ils font mal en sacrifice. Puis je pense que c'est très important de toujours garder ça en tête, de même quand ça va bien, de te rappeler que, tu sais, nous, là, il n'y a personne qui nous doit rien, là. Ouais, c'est vrai. Il n'y a personne qui te doit rien, là. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui vont commencer et qui, même encore aujourd'hui, je le fais, même moi, des fois, j'ai ce sentiment-là de faire comme les gens rient pas à ce que je dis, puis je suis comme, voyons, hey, je travaille fort, pourquoi vous riez pas? Ils me doivent rien. Qu'est-ce qu'ils me doivent, eux? Rien. Ils n'ont pas demandé à m'entendre, là. C'est moi qui dis, hey, j'ai des affaires à entendre, ils ont fait, OK, vas-y. Ils te rendent une faveur, là. Mais c'est eux qui me font une faveur, pas le contraire. Ouais. Mais quand tu commences, puis quand tu travailles fort, puis quand t'es dans le début, puis t'es comme content d'être humoriste, t'es comme, hey, moi je suis humoriste, c'est le fun, tu tripes là-dessus. C'est facile d'avoir l'impression que les gens te doivent quelque chose parce que t'as fait ce move-là. T'as décidé d'être humoriste. Fait que moi, hey, j'ai décidé de faire un job difficile. Fait que aidez-moi. Puis personne va t'aider. Personne doit t'aider. Ça, c'est important de travailler là-dessus très tôt. Okay. Parce que l'amertume en humour, c'est un des pires poisons. Quand t'es amer puis quand t'as l'impression que t'as pas ce que tu mérites, personne ne mérite rien, là. Ouais. T'as beau travailler 8 heures par jour, tu mérites rien. Rien. Mais ça, c'est facile de l'oublier quand justement ça fait... Quand tu quittes ta job, quand t'as de la misère à payer tes affaires, puis que tu fais des 3 heures de route pour aller faire 6 minutes à Québec, à 11h15 le soir, devant 8 gars qui jouent au pool, puis 2 personnes au bar qui se parlent entre eux autres, puis que tu fais comme « Hey, écoutez-moi! » Non. Non, ils doivent faire rien. Ils ne doivent pas t'écouter. C'est à toi de faire en sorte de leur donner le goût d'écouter. Puis l'amertume qui s'installe avec le temps, qui peut s'installer avec le temps, que j'ai vécu moi aussi, là, que tous les humoristes vivent, puis que je vais encore vivre, que je sais, tu sais, je serai pas bon toute ma carrière, là. Je le sais très bien qu'à un moment donné dans ma carrière, où il y a des gens qui vont dire « Hey, c'est mon gars, c'est plus ce que c'était, hein. Moi, je l'aimais bien, là, mais là, c'est sûr que ça arrive. C'est sûr et certain. C'est inévitable. » OK. Puis quand tu commences, puis c'est ça que l'amertume de pourquoi, comment ça se fait que le monde rit pas, comment ça se fait que le monde me book pas, comment ça se fait que ci pis ça, tu vas perdre ton temps, mon gars, parce que tu vas juste t'empoisonner, tu vas juste avoir l'impression que tout le monde est contre toi, tu vas te crier à l'injustice alors qu'il n'y a aucune injustice. Ouais. Aucune. Dans ce milieu-là, il n'y a absolument aucune injustice. C'est facile de regarder quelqu'un, tu regardes quelqu'un, tu as l'impression qu'il travaille 10 fois moins que toi, qu'il est 10 fois moins drôle, qu'il a 10 fois plus de rire, puis tu fais « Hey, c'est pas juste, comment... OK, je suis plus drôle, je travaille plus, puis j'ai moins de rire. » Non, il n'y a aucune injustice. Si cette personne-là a plus de rire que toi, c'est parce qu'elle fait quelque chose de mieux que toi. Point final. Point final. Fait que ça, vis avec ça, accepte-le. C'est long à accepter. Puis c'est pas facile à accepter. Parce que vous allez en faire des shows, là. Ça va arriver que vous allez être le moins bon sur le show, là. Ça va arriver plusieurs fois, là. Vous allez sortir du show, là. Tout le monde va être content, puis on va faire comme « Hey, good job en passant. » Tu le sais qu'ils le pensent pas. Tu le sais. Tu sors de scène, puis ils font « Hey, good job, mon gars, c'était bon. » Tu le sais que c'est pas vrai. Ouais, c'était à chier, ouais. Tu le sais. Puis ça va arriver beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça va arriver encore beaucoup. Puis quand tu penses que ça arrivera plus, ça va réarriver. Puis quand tu réussis à passer par-dessus ça, quand tu réussis à accepter qu'on passe tout par là, c'est ça qui est fantastique de ce milieu-là en même temps, c'est qu'on a tous déjà été extrêmement mauvais. Il n'y a aucun humoriste que tu connais qui a un fanbase maintenant, qui est suivi, qui est populaire, qui a jamais été mauvais. C'est impossible. On a tous été déjà très mauvais. Faut que tu l'acceptes. Faut que tu l'acceptes.
Puis c'est dur à accepter. Parce que, comme je te dis, quand tu sors d'un show, puis que tu sens que tout le monde te regarde du coin de l'œil en disant comme, tu vas t'en faire un autre, toi, ou t'arrêtes ça là? Parce que moi, je te dirais d'arrêter ça là. Je te dirais que j'ai vu des offres d'emploi, là. D'après moi, tu devrais aller voir parce que c'est pas pour toi. Ouais. Tu vas le vivre, ce moment-là. Souvent. Puis je le vis même moi aujourd'hui. Dans la salle, des fois, il y a des gens qui me regardent en disant... Là, moi, tu sais, je le vois dans leurs yeux, là, qui se disent... Moi, là, ça fait 4 amis qui me disent que t'es bon, là. Moi, en ce moment, là, fait 20 minutes que je t'écoute, là, t'as rien dit d'autre. Ça arrive, ça. Qui te regardent en disant... Excuse-moi, je comprends pas le hype, là. Ouais. Puis ça arrive, là. Quand tu lis des commentaires, des fois, j'en lis, là, des commentaires, je fais des interviews, des podcasts, quoi que ce soit. Il y en a plein qui crient, moi, Simon Gouache, je comprends pas pourquoi le monde l'aime. Il va toujours en avoir de ça. Toujours. Mais t'as beau avoir 46 personnes qui disent j'aime ce que tu fais. La personne qui dit moi je comprends pas, c'est cette personne-là que tu vas aller chercher naturellement. Fait qu'au début de ta carrière, quand t'en as pas des gens comme ça, quand t'as juste des gens autour de toi qui te disent c'est correct, mais ils disent non, il y a de quoi. À un moment donné, tu peux te tanner de te faire dire ça, puis si tu te laisses abattre par ça, abandonne tout de suite. Parce que tout le monde est mauvais en partant. Tout le monde, c'est juste normal. Mais il y a des gens qui sont pas capables d'accepter d'être mauvais. Qui s'ils sont mauvais, ils se disent, un, que c'est les gens qui comprennent pas, ou deux, que c'est pas juste. Puis ni un ni l'autre est vrai. T'es juste pas bon parce que tu commences. Tout simplement. C'est la réalité. Ouais. Connor McDavid, c'est le meilleur patineur au monde. Ben, il y a une moment donné où il patinait avec une chaise. C'est arrivé. Au final. C'est arrivé. Ouais, c'est vrai. Il y a des vidéos de lui qui est pas capable de patiner. Ouais, c'est vrai. Point final. Ah ouais. C'est arrivé. Ouais. Tu peux pas passer par-dessus. Puis si, en patinant sa bottine, il avait pris sa chaise puis il l'avait pitché au bout de ses bras en disant « Je veux plus patiner, je suis pas bon », ben il jouerait pas au hockey aujourd'hui. Même affaire. C'est la même affaire en humour. Si quand tu sors en disant « Le monde ne comprenne pas », non, c'est toi qui comprends pas. Fait que... T'es-tu prête à faire face à tout ce rejet-là? Tout le rejet que tu vas avoir, tous les regards que tu vas avoir, toutes les questions que tu vas te faire poser. Est-ce que tu es prêt à les vivre pendant des années pour peut-être un jour avoir le « Hey, c'est bon ce que tu fais. » T'es-tu prête à le vivre? Si t'es pas prête, ben tu feras pas ce métier-là. C'est pas grave, il y a plein d'autres affaires dans la vie. Il y a plein d'autres affaires dans la vie. Tu vas être pleinement heureux dans plein d'autres affaires, mais ce métier-là, c'est pas pour toi. Point final. Fait que c'est ça. C'est les deux choses que je dirais à quelqu'un qui commence de faire. Faut que t'en fasses. Dis jamais non à un show. Puis accepte d'être vraiment mauvais. Ouais. Bon, c'est les deux choses les plus importantes. Ah, c'est super. Nice. T'avais-tu autre chose? Ben après ça, non. Je suis là. Vas-y, je suis là. C'est en feu, là. Ouais. McDavid ou Crosby? Non. Ouais, c'est ça. Très cool. Ben, écoute, Simon Gouache, ça fait pas mal le tour. Je sens qu'on pourra en parler encore super longtemps, mais t'as-tu des trucs que tu voudrais plugger? Tantôt, tu me parlais des shows. Tu sais, en ce moment, comme je vous dis, je suis en train de travailler un show en attendant que ma tournée recommence. Je fais du nouveau matériel. C'est un show que je vais éventuellement filmer pour mettre sur mon site, mettre sur YouTube, mettre sur name it, je sais pas. Tu vas voir. C'est du nouveau matériel sur ce que je vis en ce moment, sur les différentes... je vis beaucoup de choses en ce moment qui chamboulent ma vie, puis j'en parle, j'essaie de... Moi, ce que j'aime le plus, c'est connecter avec les gens, puis créer un contact, puis... Fait que toutes les dates sont sur mon site ou suivent ma page Facebook. Puis je pense que c'est la meilleure façon. Cool. Ton site, c'est le simongouache.com? simongouache.com, puis évidemment Simon Gouache sur Parfait. ma page Facebook. C'est là que j'annonce le plus d'affaires. Très sweet. Excellent, cool. C'était bien le fun, les gars. Merci beaucoup. C'est nous autres qui te remercions. Lâchez pas, c'est important ce que vous faites.